Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un autre épisode du podcast Jamais assez. Cette semaine, j'ai la chance de vous retrouver pour discuter d'urbanisme. J'ai la chance de parler avec Louis Larochelle-Lalonde dans cet épisode des séries des grandes entrevues. On va parler d'histoire du réseau cyclable à Montréal. On va parler des évidences scientifiques pour soutenir l'apparition des pistes cyclables, le fait d'avoir un résew cyclable adéquat et sécuritaire pour les cyclistes va permettre à tous les usagers de la route d'être gagnants. Et c'est une discussion fort intéressante d'1h45 environ, où est-ce qu'on va parler de l'importance du sentiment de sécurité pour qu'une personne puisse utiliser son environnement pour faire du déplacement. Donc, on parle effectivement de bande cyclable, mais on parle aussi de l'aspect côté automobiliste, aspect piéton. C'est une discussion fort intéressante qui peut résonner dans l'ensemble de la population. Principalement, on va parler de Montréal, qui est un grand centre urbain ici au Québec, mais on va faire des comparaisons avec des villes comme Bruxelles, en Belgique, et on va s'attarder justement à cette vision-là qu'on a de l'avenir, les projets structurants qui existent en place présentement dans les grandes villes pour permettre à cette cohabitation-là d'exister, puis au final, faire bénéficier l'ensemble des usagers du réseau pour avoir une fluidité plus grande lorsqu'on se déplace, d'avoir peut-être une meilleure santé si on fait des transports actifs. Bref, une discussion fort fascinante dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je remercie Louis de s'être porté au jeu. Sans plus tarder, je vous laisse l'épisode. Bonne écoute. Louis Larochelle-Lalonde, bienvenue au podcast Jamais assez. Merci de t'être suggéré. Tu t'es suggéré quand même. On a jasé. Moi, j'aime ça parce que maintenant, les gens s'invitent. Puis ça, c'est comme la preuve que probablement que les cyclistes veulent contribuer à leur communauté. Puis je pense que tu en es comme un bon exemple de vouloir contribuer positivement avec ton expertise que tu as. Puis on va commencer par peut-être juste te laisser te présenter. Donc, la raison pour laquelle tu es ici, c'est que tu es étudiant en urbanisme. Mais quand les gens demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, je pense qu'il y a plusieurs réponses que tu donnes. Probablement, tu as plusieurs sphères d'intérêt. Oui. Fait que je te laisse te présenter, Louis. Tout d'abord, merci de m'accueillir au podcast, Guillaume. C'est super apprécié. Donc, oui, c'est ça. Je suis étudiant en urbanisme à l'UQAM. Ça, c'est sûr que c'est ma formation en ce moment. Mais je suis aussi cycliste. Je suis dans Team iBike. Tu as reçu d'autres invités au podcast, dont Nicolas et Andreas, qui sont aussi de mes coéquipiers. Donc, je remercie Josh à la première saison. Ah, génial. Josh aussi, qui est notre directeur sportif de l'équipe. Et donc, je veux pas dire que c'est les deux seules choses sur lesquelles je m'identifie, mais beaucoup de mon temps passe là-dedans. Fait que, je m'entraîne beaucoup pour le vélo, l'été, évidemment, en course. Et puis, le reste du temps, j'adore m'informer sur des sujets comme l'urbanisme, comme la mobilité active, comme l'importance de la planification urbaine. Pas mal le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Puis comment est-ce qu'on peut un peu changer la ville, mais aussi, je pense, la vision des gens sur le sujet à travers l'urbanisme, qui est peut-être un sujet qui est mal compris, ou du moins qui est très embryonnaire, parce que, comme on en a parlé, ça fait juste une soixantaine d'années que la profession d'urbanisme existe. Et donc, c'est nouveau. Il y a beaucoup de gens qui ne s'y connaissent peut-être pas puis qui s'imaginent que les urbanistes, tout ce que ça fait, c'est dessiner des pistes cyclables puis on la construit là, puis that's it. Dansez-vous, piste cyclable. Mais on s'entend que c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis, avant de continuer, mentionner aussi que je suis étudiant en urbanisme. Je ne prétends pas du tout être urbaniste. C'est ce que j'aimerais faire, évidemment, plus tard. On s'entend. Mais j'ai aussi une formation en enseignement de l'éducation physique et en kinésiologie que j'ai fait auparavant, un peu avant la pandémie. Et donc, moi, combiner mon intérêt pour le sport, l'activité physique, le bien-être de la population en général, pour monsieur, madame, tout le monde, pas juste pour les cyclistes sportifs comme nous, et la planification urbaine, pour moi, c'était facile de faire ce lien-là, puis c'est un peu là-dedans que je me dirige. Donc, c'est un peu ça pour me présenter. Mais, je te comprends. Je te ferai un petit lien. Tantôt, je lisais un livre... par rapport à... Il y a sans doute des sujets plus vastes là, qu'on va effleurer pour lesquels on n'est pas des experts non plus, mais par rapport à la gouvernance puis à l'importance de créer des écosystèmes et des infrastructures dans lesquelles les populations peuvent être actives sans même le réaliser. Là, je pense que c'est plus grand que... C'est plus grand. Être actif physiquement, ça dépend vraiment de ton milieu. Oui, absolument. L'influence. En tout cas, bref, ça, c'est un grand sujet, je pense, qui était intéressant quand je lisais un livre hier sur l'économie, puis ça me faisait penser à ça. Ça me faisait penser à l'entrevue qu'on allait faire. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en urbanisme?
l'urbanisme quand tu étais en kin, puis finalement, tu as changé? Parce que, tu sais, moi, la petite histoire, c'est que j'étais rentré en génie mécanique, j'ai cancellé, puis je voulais aller en génie mécanique pour fabriquer des vélos. Ouais. Puis là, finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule, puis je me suis dit, je veux vraiment travailler avec les humains, fait que j'étais allé en physio. Mais toi, c'est quoi ton... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, mon bac en enseignement d'éducation physique, j'aimais énormément tout ce qui touchait au sport, à la kinésiologie. Mais quand est venu le temps de faire mes stages en enseignement, en milieu scolaire, autant que j'apprécie beaucoup enseigner auprès des jeunes et des enfants, mais je trouvais que c'était peut-être pas un milieu qui était pour moi. Et donc, même mon amour pour le sujet est resté, mais j'ai décidé de changer. Puis dans le fond, ma tante est urbaniste. Mon oncle, il est conseiller municipal pour la ville de Laval et il y a aussi une formation en urbanisme. Mon papa est ingénieur, fait que depuis que je suis très jeune, je suis un peu entouré de ça, l'organisation, comment est-ce que, tu sais, en ingénierie, par exemple, en ingénierie civile, comment on organise les bâtiments, comment on construit ça, etc. En urbanisme, mais là, c'est peut-être un sujet que les gens connaissent un peu moins, mais c'est la planification de la ville, un peu l'architecte, mais en termes des rues puis du tissu urbain, plus que juste un bâtiment. Donc, être entouré de ça dans ma jeunesse, c'est toujours un sujet qui m'a intéressé, puis quand j'étais plus trop sûr de mon choix scolaire, puis j'ai fait, il faut que je prenne un break d'enseignement, ben je me suis dit, pourquoi pas l'urbanisme? Puis je suis super content de mon choix, là, je tripe solide, j'adore ça. Puis c'est vraiment, je pense que c'est ça qui m'a poussé à être, c'est juste d'être entouré de ça, puis réaliser que, pourquoi pas aller travailler là-dedans si j'aime tellement ça, tu sais. Ouais. J'ai une question pour toi parce que je trouve que l'analogie que tu as fait entre l'architecture, qui, j'ai l'impression, dans la population générale, c'est assez facile de faire le lien entre, mettons, une construction inspirante puis un milieu de vie que tu sais quand tu fais les plans de simplement là, une rénovation de ta salle de bain ou de whatever, tu penses à comment je vais utiliser l'espace, est-ce que je vais me sentir bien, où la lumière arrive, comment je vais me déplacer. Fait que au final, je trouve que l'urbanisme, moi, je le voyais pas. En fait, c'est que je suis très néophyte là, dans ce domaine-là. Puis comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup d'heures de préparation pour le podcast parce que je me suis rendu compte que c'était infini, puis c'était vaste, puis c'était complexe, puis c'était intéressant. L'urbanisme, c'est comme un peu la même relation que tu as, mais à une échelle beaucoup, beaucoup plus grande, de dire comment les citoyens vont utiliser l'espace. Ben, exactement. Puis comme tu l'as bien dit, l'analogie à faire avec l'architecture est quand même assez proche, dans le sens où l'architecte, lui, va designer le building pour qu'il soit fonctionnel. Les pièces, autant les pièces, les corridors, etc. Tu sais, juste en anglais, le terme, le layout du building, pour qu'il soit le plus efficace et le plus beau. Évidemment, on apprécie quand un bâtiment est beau. L'urbanisme fait à peu près la même chose pour la ville. Il veut l'organiser pour qu'elle soit le plus optimale possible, pour que l'usager, autant l'automobiliste, le piéton, le cycliste, l'enfant même, ait le plus de plaisir à interagir avec son milieu de vie. Puis tu sais, un milieu de vie hostile, c'est pas agréable. Tu sais, des boulevards à 6 voies, puis des intersections super grandes, puis dans la mauvaise infrastructure pour les usagers vulnérables, tu le sens. Tu as l'impression que t'es pas bien. Comme une cour d'école avec la clôture frost. Avec la clôture frost, puis l'asphalte partout. Tu sais, c'est pas agréable. Puis l'urbanisme, il veut... son objectif, c'est de venir rectifier ça pour que ça soit agréable. C'est pas nécessairement que ça soit super design, full beau, puis qu'on investisse des millions de dollars dans des projets uniques. Non, mais c'est juste que quand tu interagis avec ton environnement, tu as du fun, puis tu y penses plus. T'es pas comme, le maudit asphalte, il fait chaud, c'est désagréable, tu es pris dans les îlots de chaleur. Tu fais juste sortir dehors, puis t'es juste bien. C'est un peu ça, puis c'est beaucoup de travail quand même pour que les citoyens se sentent comme ça. Parce que c'est vraiment, c'est un concept plus que... C'est difficile à observer. Tu veux que les gens ressentent ce bien-être. Tu peux-tu me parler un peu des... Je fais un petit détour parce que je veux vraiment mettre bien en tête là, ce qu'il y a dans ton... C'est quoi qu'il y a dans le curriculum d'urbanisme? C'est quoi le nom des cours? Genre? Ah, OK. Je t'avais pas préparé ça, mais, après ça, on va plonger dans le sujet. Là, disons, en première année, c'est plutôt des cours globaux sur la planification en général. On a des cours d'architecture, on a des cours de design, fait que des cours de cartographie, par exemple, où on va dessiner des cartes, où on va organiser des projets. On fait aussi de la modélisation 3D. Est-ce que vous faites le jeu des 7 erreurs, genre? Trouver les 7 erreurs d'urbanisme sur cette carte? Mais ça pourrait être drôle. Ça pourrait être une bonne activité. Non, on a des profs, d'ailleurs, qui sont super... sont super le fun, je trouve, puis ils sont super stimulants. Ce serait le genre de truc que je pense qui serait cool. Mais on apprend beaucoup de sujets. Je te dirais que c'est très général. En deuxième année, on rentre plus dans la réglementation. Fait que c'est quoi les différentes orientations du gouvernement? C'est quoi l'urbaniste? C'est quoi disons le manuel avec lequel il peut travailler pour que sa job soit bien faite? Est-ce que c'est un manuel qui est comme québécois, canadien, nord-américain, puis au final, tu n'as pas le même manuel
c'est ça, tu n'as pas le même manuel dépendant où tu travailles. Non, exactement. Ben, tu sais, je dis manuel, c'est un terme parapluie, mais dans le sens où on a la LAU, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est comme un peu le saint graal de l'urbanisme au Québec. Okay. Puis au Canada, en tant que tel, le gouvernement canadien n'a pas de juridiction sur l'urbanisme. Donc, il peut évidemment envoyer de l'argent pour le transport en commun, par exemple, mais en termes de réglementation qui touche les villes ou les municipalités directement, il ne peut pas faire grand-chose. Okay. Puis aux États-Unis, c'est pas la même chose, par exemple. Puis je ne sais pas exactement bien comment ça fonctionne. Je ne me suis jamais vraiment renseigné, mais généralement, ce sont les municipalités puis les villes qui peuvent travailler avec ça. Fait qu'après ça, à plus petite échelle, on a des lois, la loi sur les cités et villes, par exemple, puis le Code municipal du Québec, qui sont des documents qui sont utilisés par les villes avec plein d'articles différents pour dire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux faire ça, mais en étant sûr que tu suis ces conditions-là. Fait que c'est vraiment comme les avocats avec le Code civil du Québec puis le Code criminel, etc. Ça évolue. Probablement qu'est-ce que tu apprends aujourd'hui, c'est très différent de ce qui a été enseigné il y a même juste 10 ans. Oui, absolument. C'est ça qui est super intéressant. C'est un milieu qui ne cesse d'évoluer parce qu'on découvre, soit on fait des nouvelles études. Encore une fois, c'est un milieu qui est jeune. Fait que des études doctorales, ben, à chaque année, on a une nouvelle publication. Alors là, on les prend en compte puis on vient modifier le curriculum. Mais aussi, on a les plans d'urbanisme. Alors, on a les schémas d'aménagement-développement au niveau des municipalités, puis on a les plans métropolitains d'aménagement et développement pour les villes. Puis là, récemment, qui va entrer en vigueur très bientôt, on a le nouveau plan d'urbanisme et de mobilité 2050 de la Ville de Montréal, qui est comme le gros document super important qui va cibler tout disons, les prochains projets jusqu'en 2050. Okay, wow. Ça, c'est une belle lecture. C'est vraiment long, puis c'est un peu geek là, comme lecture, mais là-dedans, il y a comme le projet de tramway, il y a aussi le plan vélo, tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis comme tu dis, c'est à chaque année, il y a de nouvelles choses. Puis on dit, mais ça, c'est peut-être pas une bonne idée, on va rectifier ça. Fait qu'en même temps, c'est le fun d'être dans ce milieu-là parce que en tant que futur urbaniste, ou même les urbanistes en ce moment qui le sont, ben tu as toujours du nouveau. Alors c'est agréable de travailler avec ça, c'est pas stagnant. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous interromps, je suis désolé. C'est important de savoir que la majorité des gens qui écoutent le podcast, vous êtes déjà plus de 100 000 à avoir téléchargé un podcast Jamais assez, ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez être certain de nous retrouver la semaine prochaine, en 2025, on sort un podcast par semaine. Assurez-vous de vous abonner sur vos plateformes d'écoute afin qu'on puisse se retrouver dans une semaine. C'est pas plus long que ça. Je vous laisse de retour à l'épisode. Tu mentionnais Montréal, puis je pense que là, dans le fond, Lucam vient de se trouver un autre étudiant libre. Là, ça me donne vraiment envie d'aller m'inscrire. Fait qu'on va parler de Montréal. Comme on l'a annoncé, on va faire une trame narrative autour du passé jusqu'au présent. On va parler de ce qui se passe, de l'état des lieux en ce moment avec... on va parler du réseau cyclable, mais c'est sûr que ça va être la trame de fond, mais on va parler aussi des aménagements plus vastes là, en fonction de... Je pense qu'il faut justement, dans cette conversation-là, tenir compte de tous les acteurs puis de l'impact. Comment on fait pour améliorer le sort de tous les acteurs? Exact. C'est pas toujours au détriment de non, certains. Non, puis il faut pas. Exact. C'est ça l'important. Fait qu'on va faire ça. On va faire passer état des lieux présent, puis on va regarder peut-être justement le futur avec le plan 2050, les choses qui doivent être modifiées, les prochains projets de piste cyclable, les prochains projets d'aménagement, parce que t'as dit tramway, t'as dit tout ça, je suis moins au courant, mais tu vas m'en informer. Fait que pour commencer avec l'histoire de Montréal, quand je me suis plongé dans ça, là, pour la préparation, là, il y a 2 semaines, j'ai vraiment... La première chose, c'est que j'étais surpris. Puis là, ça va peut-être trahir mon âge, là. Même si je suis né à la fin des années 80. Je pensais que l'histoire remontait à plus longtemps que ça. Ouais. J'avais quand même l'impression que c'était une histoire de plus de je sais pas, là. Sans y penser, j'avais quand même l'impression que ça faisait une centaine d'années qu'on parlait du vélo, mettons, à Montréal. Mais tu sais, c'est vraiment pas le cas, là. On est vraiment, là, post-révolution tranquille. C'est là que ça a comme émergé. Puis, tu sais, quand on parle de la première piste cyclable, quand on parle de la route verte, tu sais, c'est des trucs, ça fait comme... Tu sais, la route verte inaugurée en 2007, on est dans quelque chose d'assez récent. Très récent. Fait que pour moi, tu sais, qui a grandi, finalement... en pensant que la route verte avait toujours existé, c'est parce que je me suis mis au vélo autour de 18 ans. Fait que c'était comme l'année de l'inauguration, probablement. Exact. Fait qu'au final, je me suis plongé là-dedans, puis j'ai vu qu'il y avait eu des grands militants qui avaient fait des actions mobilisatrices pour manifester finalement la même chose que les cyclistes continuent de manifester pour la relation, la sécurité, la place avec l'automobile, pour que tout le monde puisse cohabiter. Donc, le paysage urbain, si on part des années, si on passe des années peut-être
80, tout ça, avant l'apparition des premières pistes cyclables, parce que les premières pistes cyclables des infrastructures commencent en 1978 sur l'avenue Christophe-Colomb. C'est comme la première piste cyclable. Ouais. Puis après ça, il y a eu le boulevard Gouin, il y a eu d'autres choses, mais au final, au début, il n'y avait rien. Puis tu m'as parlé des bandes cyclables. Fait que j'aimerais ça que tu me fasses un petit peu le portrait. Ben oui. Éduque-moi sur... Ben, c'est sûr que si on va début du 20e siècle, on s'entend que les vélos étaient bien avant les autos. Ça, c'est juste pour faire une préambule. Ouais. On avait les calèches, on avait les chevaux, on avait les gens à pied, puis on avait les vélos. Puis les tramways, évidemment. Mais juste comprendre que les vélos étaient là avant l'automobile. Puis l'outil de la bicyclette était perçu comme un... Dans le peu de lecture que j'ai effectué, qui était principalement Vélo Québec et Vélo Mag, dans le peu de lecture que j'ai fait, ça semblait... transmettre que c'était un outil qui était vu comme un peu la bourgeoisie. Un petit peu, ouais. Un peu dans le loisir. Oui, dans le... exactement. Les tramways étaient souvent utilisés plus par... Nécessité? Pas par nécessité, mais par les gens plutôt qui avaient besoin de l'utiliser. Les gens, disons, qui étaient de milieux plus défavorisés, pratiquaient la marche parce que c'était plus simple. Et on avait les bourgeois qui étaient soit en vélo ou en calèche pour les gens de la plus haute société, disons. Mais ça, c'est juste pour faire un préambule pour comprendre qu'est-ce qui se passe après. Je peux donner un acteur super important, c'est le maire Jean Drapeau. Donc, il faut le remercier pour des très beaux projets, comme le parc Jean Drapeau, comme le métro de Montréal. Toutefois, dans les années 60, on a l'émergence de l'automobile, on a les lobbies automobiles, on a tellement d'argent qui commence à apparaître de ce milieu-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la place pour les autos. Ouais. Puis on n'était pas beaucoup à Montréal, là. Je parle des années 60. Là. Je me rappelle plus du chiffre, mais autour d'1 million. Aujourd'hui, on est presque 2. Fait qu'il y avait de la place pour l'automobile. Et on a décidé de bulldozer bien des choses. La métropolitaine, c'est le maire Drapeau. L'autoroute des Caries, la belle tranchée qui traverse Montréal, c'est le maire Jean Drapeau. L'autoroute 720, qui est maintenant la 136, l'autoroute Ville-Marie, c'est le maire Drapeau. Donc, le boulevard René-Lévesque, anciennement appelé le boulevard Dorchester, même chose. Donc, on a vraiment fait de la place pour l'automobile parce que la vision, c'est ça le futur. Puis, faut vraiment pas leur en vouloir à ces urbanistes-là, à ces planificateurs dans le temps, parce que si on se met à leur place, on peut comprendre. On a cette technologie-là, le moteur à explosion qui sort. Waouh, c'est tellement efficace, c'est tellement rapide, déplacer des gens. On va faire de la place pour ça. Oui, puis il n'y avait pas un enjeu non plus de densité, parce que la densité, elle n'existait pas. Elle n'existait pas. Ouais. Puis si on compare avec l'Europe, elle existait déjà, l'Europe. Donc, eux aussi n'ont pas pu faire ça, contrairement un peu à nous, comme les villes américaines. Mais on en reviendra tantôt. Je sais qu'on veut faire une comparaison sur Amsterdam, Copenhague et tout ça. Mais donc, on a cette série-là de super gros travaux pour faire de la place à l'automobile. Et les gens sont bien heureux parce que l'autoroute métropolitaine, une autoroute panoramique pour observer la ville, c'est comme ça que c'était marketé dans le temps. Oui, puis pour un premier utilisateur, c'est probablement... Moi, je vois l'oratoire Saint-Joseph et la Belleville, mais évidemment, plusieurs années plus tard, on remarque à quel point c'est des cicatrices sur la ville aujourd'hui. C'est inefficace comme moyen de transport, l'automobile. Puis l'automobile a sa place dans la sphère. C'est important d'en avoir. Il ne faut pas enlever l'auto, ça ne sert à rien. Mais la quantité qu'on a, on réalise que c'est tellement pas efficace. C'est toujours le trafic à Montréal durant les heures de pointe et toutes les grandes villes, je dirais, presque dans le monde. Et donc, on a ça. Puis, on a aussi le plan Dauzois, M. Dauzois, qui était aussi un associé du maire, qui a bulldozé des quartiers pour faire des stationnements. Donc, je pense que tu as peut-être vu dans ce que tu as lu des photos aériennes de la ville de Montréal dans les années 60-70. On a quelques bâtiments avec des mares de stationnement. Juste ça, des blocs complets, des îlots complets, juste du stationnement. Et donc, on a fait ça parce qu'on se disait, l'auto, c'est le futur. Alors, c'est un peu ça, là, disons, le contexte historique qui mène à comme tu as dit, un peu cette manifestation-là, puis ces acteurs-là, ces gens-là qui ont voulu pousser pour le vélo par la suite parce qu'on a enlevé toute cette place-là pour les autres usagers. Puis même, il y a une vidéo super intéressante de la Ville de Montréal dans les années 50 qui présente ces projets-là, où on a un monsieur en taxi là, qui est en train de crier après des piétons parce qu'ils n'ont pas leur place là, puis on devrait faire des boulevards de 4 voies, puis c'est la Ville de Montréal qui a produit cette vidéo-là. Donc, c'était vraiment ça. C'était la vision de la ville dans le temps. Ouais. Et encore une fois, faut pas revenir vers eux puis leur dire que c'était des méchants. Là. C'était ça la vision des choses. Ouais. Mais donc, on a eu un gros changement de paradigme. Puis là, on est en train de vivre un autre gros changement de paradigme parce qu'on réalise que c'était vraiment pas des bonnes décisions. Et donc c'est ça. Puis le nombre d'autos, évidemment, a tellement augmenté depuis ces années-là. Parce que dans les années 60, il n'y avait pas tant de trafic à l'heure de pointe, ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, on le sait que c'est plus le cas. Le parc automobile ne cesse d'augmenter. Les ménages ont tellement d'autos. On parle des fois 2 à 3 autos par ménage.
des ménages de 2 et 3 personnes, donc une auto par personne. On est 4 millions dans la région métropolitaine, 4 millions d'autos. À un moment donné, il n'y a pas de place pour ça. C'est normal que ça ne fonctionne pas. Il faut voir, il y a d'autres options. Donc mais ça correspond aussi dans cette... c'est les années 60-70, c'est la création de la classe moyenne. Là. C'est un boom économique. Oui. La majorité des gens deviennent capables d'avoir une maison, tout ça. Fait que, c'est en même temps que l'étalement urbain, c'est en même temps qu'une construction de richesse importante pour... Exactement. Puis je pense que l'automobile était vue comme cet accès à la liberté. Ouais. Puis je pense que, moi, évidemment, j'écoute le hockey, je vois des pubs de char, à chaque fois je vois un match de hockey, puis c'est encore ça qu'on envoie, c'est l'image, c'est la liberté. L'automobiliste qui se promène dans les champs ou le pick-up qui est tout seul en ville, mais c'est pas ça la réalité, tu sais. C'est pas ça. L'automobile te donne pas nécessairement cette liberté-là que les compagnies d'auto vont publiciser. Mais c'est encore ça. L'automobile égale liberté, égale accessibilité. Mais il faut le voir différemment parce que c'est pas le réseau ne peut pas t'accompagner dans ce rêve-là. Non, exactement. C'est un peu un faux rêve. Ouais. C'était un peu un... Ouais. C'est ça. Fait qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Fait que là, dans le fond, on a ça, puis donc ça, c'est l'implantation du réseau automobile là, pour transiter efficacement jusqu'à temps qu'il soit sursaturé. Oui, exactement. Puis comment on a réussi à mettre une première bande cyclable, une première infrastructure cycliste à Montréal? Bien, honnêtement, c'est par les mouvements citoyens, c'est par les manifestations, c'est par des acteurs importants qui se sont levés face au gouvernement, face à la ville, puis on dit ça n'a pas d'allure, vous enlevez toute la place pour les cyclistes et les piétons, comment ça, nous, on n'a plus de place? Donc, on a la création de Vélo Québec, un organisme super important dans cette lutte-là, en 1967, en même temps que le métro. C'est une drôle de coïncidence, mais je pense que tu as parlé de Révolution tranquille, c'est un peu ça, c'est de nouvelles idées, on essaie de voir les choses différemment. Donc, Vélo Québec, encore aujourd'hui, c'est un pionnier incroyable dans cette lutte-là. Puis eux ne peuvent pas prendre des décisions exécutives, mais vont faire des grandes études et vont porter leurs recommandations au gouvernement, à la ville et tout ça. Donc, je pense que eux, Vélo Québec, avec certains activistes, ont permis de revoir un peu les choses puis d'avoir une vision différente sur, oui, c'est vrai, enlever toute cette place-là à l'automobile, est-ce que c'est vraiment enlever toute cette place-là aux cyclistes et aux piétons, est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Est-ce que c'est durable? Puis évidemment, on parlait pas encore de changement climatique dans ce temps-là, mais je pense que c'est l'idée qui commence à germer un peu dans la tête des gens qui sont en place de prendre certaines décisions-là. Donc... Puis moi, tu sais, quand j'ai lu ça, j'ai commandé d'ailleurs un livre là, que j'ai hâte de lire de Claire Morissette. Il y avait comme deux grands noms qui ressortaient toujours, Claire Morissette puis Robert Silverman, qui sont malheureusement deux personnes décédées. Quand j'ai commencé à lire ça, j'ai dit « Hey my God, faut que j'invite ces gens-là. Ça a l'air d'une... » Tu sais, j'aurais tellement apprécié avoir leur take parce qu'au final, quand je lisais, puis là, tu sais, je vais lire le livre de Claire Morissette que j'ai commandé, qui semble être finalement un ouvrage qui a traverser les époques puis qui demeure d'actualité parce que les revendications de ces années-là, ça demeure les mêmes enjeux qu'on a aujourd'hui, tu sais, parce que finalement, bon, je pense que c'est pas farfelu puis c'est pas non plus hyper complexe de réaliser que il faut qu'il y ait une place sécuritaire pour pouvoir, autant pour les piétons que pour les cyclistes. C'est comme les saillies de trottoir. Bon, exact. Là, maintenant, les gens comprennent qu'une saillie de trottoir, ben, ça augmente la sécurité quand tu traverses. Très pertinent. Puis ça augmente la sécurité de l'automobiliste aussi. Exact. Ça, on va en parler tantôt. C'est des différents aménagements qui amènent ça, mais tu peux continuer. Mais tout ça pour dire que j'ai comme l'impression que sur ces finalement, c'est pas long, hein, sur ces 60 années-là qui nous séparent des débuts des protestations, ça demeure toujours les mêmes grandes lignes. Puis tu sais, quand j'ai vu que ces gens-là, dans les années 60-70, allaient peinturer des pistes cyclables la nuit, tu sais, moi, genre, je rêve à ça souvent parce que je te comprends, moi aussi. Là. On est tu sais, c'est pas... des fois, t'as comme l'impression, puis moi, je pense encore à certaines... on pourra parler de l'efficacité de certains moyens comme les bandes cyclables versus tracer des vélos en plein milieu d'une rue là, pour dire que les vélos peuvent circuler là. Là. Est-ce que tu enverrais tes enfants à l'école sur cette voie-là? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est un sentiment de sécurité. Est-ce que c'est une manière efficace? Puis est-ce que moi, en tant que parent, je me sentirais à l'aise? Ben, je sais que mon enfant ne serait pas en sécurité parce qu'une personne pressée en voiture, ça demeure une personne pressée. Puis exact. Moi, autant que les autres, il faut un endroit sécuritaire. Ben oui. C'est un bon point que tu soulèves. Puis effectivement, c'est les mêmes luttes un peu qu'on a, mais il faut dire que
faut dire qu'elles ont évolué. On s'entend qu'on n'est pas au même point qu'on était il y a 60 ans. Mais tu as tellement raison que ce sont autour des mêmes lignes qu'on a encore, la sécurité des usagers, le partage de la route, me faire dépasser par un pick-up avec des super gros rétroviseurs quand je fais mes loops à Rive-Sud, là, puis qu'il roule à 90, puis même on est genre 10, là, puis t'es comme, pourquoi cette personne-là agit comme ça envers nous? Parce que t'as pas d'infrastructure. Mais c'est ça. Parce que lui, il se fait chier, toi, tu te fais chier. Ouais. Tout le monde se sent pas sécuritaire, alors que quand il y a des endroits qui sont dédiés, tu sais, toi, si tu peux faire ta loupe sur une loupe fermée, pas de voiture, c'est ça, t'irais là, je veux dire. Ça serait génial. Donnez-moi là, je ne serai plus jamais sur la... Tu sais, genre, chacun sa place, puis tout le monde cohabite. Cohabite. Tout le monde utilise ce qui est disponible. Mais... tu vois, je vais juste conclure ma petite réflexion sur le fait qu'une des choses que j'ai lues dans un article récent dans la presse 2022, M. Silverman est décédé. Je pense que Claire Morissette, c'est en 2007, cancer du sein. En 2022, quand il est décédé, il y a eu une entrevue qui avait été faite en 2017-2019. Puis, tu sais, il mentionnait qu'à travers toutes les autres, ils parlaient déjà de la Vélorussion, je pense, révolution, mais vélo. Puis, tu sais, ils disaient, finalement, on a atteint beaucoup de choses. La frustration avait beaucoup diminué parce qu'au final, le premier lien cyclable qu'il y a eu entre Montréal puis la Rive-Sud, c'était Pont-Victoria, la petite bande cyclable pour les écluses. Oui, exact. Puis, fait que là, tu sais, au final, j'ai trouvé ça intéressant de dire que eux, finalement, le sentiment de frustration qu'eux ont vécu, il était sans doute beaucoup plus grand parce que si aujourd'hui, toi et moi, on trouve qu'il n'y a pas assez de lieux sécuritaires pour faire du vélo. Je peux pas imaginer ce qu'eux ont vécu, puis que finalement, ils ont réussi. Parce qu'ils disaient, finalement, les grands chantiers qu'on voulait, d'avoir des liens cyclables entre la Rive-Sud et la Rive-Nord, puis d'avoir des axes dédiés pour circuler, c'est fait. C'est fait. C'est pas suffisant, mais c'est fantastique, le chemin parcouru aussi. Oui, exactement. Bon, donc tout ça pour revenir à l'état des lieux puis les premières pistes cyclables. Vas-y. Ben, c'est ça. Donc, on a la route verte, comme tu as mentionné, qui aujourd'hui comptabilise 5000 km à travers le Québec. Mais encore là, important de mentionner que la route verte, c'est plus dédié pour le cyclisme de plaisance. Le cyclotourisme. Le cyclotourisme, le loisir. Puis, il est important de faire cette différenciation-là parce qu'en urbanisme, nous, ce qu'on veut promouvoir, c'est le cyclisme fonctionnel. Oui, autant le cyclisme de loisir, c'est important pour pouvoir s'entraîner sécuritairement. Puis, heureusement, on a ces lieux-là, mais c'est super important aussi de prendre en compte monsieur, madame, tout le monde qui veut se rendre au bureau, à l'épicerie, etc. en vélo. Tu vas pas avec la route verte dans tous les lieux de travail. Non, c'est ça, exactement. On s'entend. C'est le fun de la fin de semaine, mais c'est pas un outil. Donc, je pense que c'est important de ne pas se flatter l'ego en se disant « Wow, hey, on a 5000 km de route verte, de pistes cyclables protégées au Québec, on n'a plus rien à faire. » Non, parce que l'utilité de ces pistes cyclables-là, qui est très pertinente, n'est pas celle qu'on recherche à faire dans une ville pour décongestionner, pour permettre aux gens de se déplacer de manière sécuritaire. Donc, tu sais, c'est super. Je pense que c'est un projet super structurant pour le tourisme, mais après ça, tu sais, ça s'arrête là. Mais il y a aussi le... Tu sais, moi, je suis toujours un peu dans dans ce balancier-là de dire il faut que ça demeure optimiste pour pas tomber dans le cynisme non plus, parce que, tu sais, je veux pas des affaires structurantes comme ça. Ce que ça fait, c'est que tu as plus de cyclistes. Fait que si tu as plus d'usagers puis de citoyens qui, entre autres, vont utiliser leur voiture, le vélo, et ils vont être piétons à leur heure, ben tout ça, c'est des gens qui sont capables de se mettre dans la peau de chacun l'un de l'autre, puis qui vont pouvoir justement prendre des positions finalement pour faire évoluer la position de la population par rapport à ces enjeux-là. Parce que je veux dire, il n'y a personne dans sa voiture qui aime ça être dans le trafic. Non, on s'entend. Puis même toi et moi, j'ai un permis de conduire. Toi aussi, je pense qu'on conduit. C'est pas parce qu'on est cycliste qu'on déteste les autos. Ça n'a rien à voir. C'est pas un lien de causalité. Il faut arrêter d'avoir ça, mais tu as effectivement raison, c'est avoir ce lien d'empathie-là, créer ce lien d'empathie-là. Oui, je pense. Entre un automobiliste qui finalement prend le vélo puis comprend c'est quoi la vision puis se ravise sur ses priorités, mais c'est super le fun, c'est un peu ça qu'on va rechercher. Ouais. Puis je pense que pour tous les gens qui ont... Tu sais, quand je parlais de mes enfants tantôt, tous les gens qui vont devenir parents vont avoir ce sentiment-là viscéral de vouloir que leurs enfants soient en sécurité dans le milieu urbain. Puis ben là, ça devient en dehors de soi, ça devient, tu sais, pour ça fait que ça donne une dose d'anxiété, d'empathie supérieure. Je voulais juste prendre le temps de mettre en lumière là, les années de la route verte, parce que ça a été comme un projet lancé en 95 quand même, puis qui a été inauguré en 2007. Donc, c'est des choses récentes.
juste pour que les gens comprennent aussi, la suite de ça, c'est le Bixi, qui est arrivé en 2009. Fait que peut-être qu'on peut faire le genre de trajet, parce que là, les gens voient peut-être en ce moment, à l'heure actuelle, où on se parle en 2025, ils voient le Rêve, par exemple, qui est le réseau Express Vélo, qui descend. Moi, je me rappelle, parce que la clinique Physio-Vélo était sur la rue Saint-Denis au début. Puis, on s'est installé là, puis finalement, dans les 3 années que j'ai été là, je pense que pendant 2 ans, c'était en construction. Fait que, ça a eu beaucoup d'impact. Puis finalement, on est même pas 4 ans plus tard, puis tout le monde est comme « wow ». Oui. Finalement, il n'y a pas eu de... Non, les points positifs sont... C'est ça, au contraire, maintenant, les bénéfices qu'on peut voir, surtout sur la rue Saint-Denis, mais dans plein d'autres secteurs de la ville et d'autres villes aux États-Unis où est-ce qu'on a construit des pistes cyclables protégées à haut débit comme Saint-Denis, les commerces vont mieux, la circulation va mieux. Autant les automobiles, là, ça va mieux, il y a plus de fluidité. Puis on a juste plus de gens, il y a plus d'achalandage, puis il y a plus de sécurité. Fait que c'est un bon point. Fait que le rêve, c'est très récent, mais c'est surtout pour comprendre qu'encore aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse vision que le vélo, c'est juste pour la plaisance. Puis parce que j'entends ça, je lis ça sur la sphère médiatique que faire du vélo pour aller au travail, c'est une idée de fou, genre. Les gens qui font ça sont complètement craqués. Puis... peut-être qu'ils disent ça parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Puis probablement. Ça serait vrai. Parce que si la population générale ne se sent pas à l'aise sur un vélo, toi puis moi, mettons, on va être à l'aise sur un vélo, mais quand j'entends des gens néophytes puis qui se mettent sur leur vélo, des fois, pour vrai, je suis comme stressé pour eux parce que je me dis, il y a tellement d'affaires à penser, il y a tellement de, avoir tes lumières signalées, il faut que tu aies des yeux tout le tour de la tête, c'est comme un travail. Anticiper les automobiles. T'es mieux de pas avoir tes notifications sur ton cellulaire ou quoi, là, je veux dire, tu rides ton bike puis genre ta vie en dépend, fait que comme t'as besoin de... Fait que je les comprends aussi de trouver que c'est une idée de fou dans un sens parce que souvent j'ai l'impression que ça fait référence à, oui mais ça ces gens-là c'est parce qu'ils vont quoi, ils vont se crisser dans le trafic, la réponse, c'est que s'il n'y a pas d'infrastructure, c'est là qu'ils vont aller. Mais c'est ça, puis ça reste qu'il y a des gens qui je veux dire, pas qui tiennent plus à leur vie, là, c'est pas qu'on tient moins à notre vie, mais qui vont laisser faire, donc ils vont prendre l'automobile. Parce qu'ils vont avoir un risque. Parce que, oui, puis il n'y a pas d'infrastructure dans leur quartier, fait que je veux tellement pas blâmer ces gens-là. Je comprends qu'ils prennent l'automobile, là, ils veulent pas aller sur le boulevard Henri Bourassa avec 4 voies ou sur le boulevard René Lévesque, je les comprends, là. Je veux dire, puis c'est là l'importance d'offrir cette infrastructure-là, parce que les gens vont changer leur mode de transport. Parce qu'une belle piste cyclable protégée devant chez toi qui t'amène directement au bureau. Puis qui est déneigé en premier, comme ça, ouais. Puis ça, on en reparlera du déneigement parce que ça aussi, ça a créé un peu la polémique dans la sphère médiatique au Québec pour une raison obscure, parce que en tout cas, bref, mais on en reparlera. Puis, c'est ça. Puis comme tu l'as mentionné, tu parlais des néophytes, c'est des gens. Juste te faire une petite comparaison statistique là, au Québec. Parce qu'au final, j'ai beaucoup d'empathie pour les néophytes. Oui, absolument. C'est ça qui arrive. C'est ça que je veux que les gens comprennent aussi de cet échange-là. C'est que je pense que quand les choses sont en place, les néophytes deviennent des cyclistes. Oui, ils adoptent le mode. C'est ça. Puis juste te faire une comparaison, ici en Amérique du Nord, je dirais plus au Québec, là, la statistique est au Québec, la répartition homme-femme, vélo, on est plus à 60-40, 60 hommes, 40 femmes. Okay. Donc, c'est normal, je pense que la témérité, puis le calcul du risque est peut-être... les hommes sont plus à l'aise. Moins efficace chez les hommes. Ça, c'est ça. Puis pas pour dire qu'il y a des femmes très téméraires aussi, mais juste généralement, c'est ça. Tandis que à Amsterdam et à Copenhague, c'est le contraire. Il y a plus de femmes que d'hommes en vélo parce que les infrastructures sont sécuritaires. Et donc, je pense pas qu'il y a de raison vraiment précise, mais il y a plus de femmes qui utilisent le vélo comme moyen de transport que les hommes. Et donc, c'est intéressant à savoir que le sentiment de sécurité, je pense, va avec ça. Il y a un lien de corrélation à comprendre entre les infrastructures sécurisées puis évidemment, le sentiment de sécurité des gens. Donc c'est ça. Puis comme tu dis, c'est important de permettre à ces néophytes-là de se sentir à l'aise. Puis quand tu vois ce genre de statistiques-là, ça fait comprendre que nos infrastructures sont peut-être pas assez suffisantes parce qu'on a beaucoup de femmes qui veulent pas adopter ce mode-là par peur de se faire frapper ou quoi que ce soit, qui est très valide. Donc, je trouve ça intéressant, ce genre de comparaison-là, comprendre qu'on a du travail à faire encore ici. Là. Je voulais te demander pour conclure un peu le chapitre sur le passé, parce qu'il y a tellement de choses à mettre en ordre là, dans justement cette évolution-là du réseau. J'aurais le goût de te demander, c'est une question un peu plus
plus générale, ça a été quoi les embûches? Puis qu'est-ce qui a permis, par exemple, au rêve, au niveau municipal, au niveau légal, au niveau politique, quelles ont été les embûches? Puis qu'est-ce qui a permis au rêve d'apparaître finalement? Ouais, c'est parce que je veux dire, c'est quand même de passer de l'autoroute des Caries au rêve, c'est un monde de changement. Absolument. C'est une très bonne question que tu poses. Puis je pense que c'est simplement les études. Quand on se fie à la science, quand on se fait aux études, puis on réalise que, par exemple, dans d'autres villes où des projets similaires ont été faits, on a plein de voyants au vert qui disent « Wow, c'est vraiment un projet qui stimule la ville, qui permet de revitaliser un quartier. » Puis on dit, ben pourquoi pas le faire ici? Ça veut dire quoi, revitaliser un quartier? Quand on parle de ça, tu sais, je veux dire concrètement, là, j'ai des hypothèses, mais j'aimerais mieux l'entendre de toi. Là. Ben, c'est un terme qu'on utilise en urbanisme beaucoup, qui veut dire un quartier qui peut avoir plus de difficultés, autant en termes de logement, en termes de commerce et d'achalandage. Ben, c'est de ramener ces gens-là. Donc, c'est de créer un projet, peu importe la nature du projet, qui va ramener des gens dans ce quartier-là, qui va ramener de l'argent, donc des consommateurs et tout ça. Par exemple, le rêve sur Saint-Denis, ça a revitalisé dans le sens où on a mis une infrastructure sécuritaire pour les cyclistes. On a un débit de cyclistes qui vient dans le quartier. Eh bien, ces cyclistes-là vont consommer, vont s'arrêter à des cafés, à des restaurants, etc. Alors, on vient revitaliser le quartier. D'où viennent ces premières études-là, justement, qui nous ont permis de nous appuyer sur quelque chose pour faire passer ça? Entre autres, en Europe, la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, ce sont des pays très avant-gardistes sur ces enjeux-là, remontant dans les années 90. Mais est-ce qu'ils sont avant-gardistes ou c'est parce que, justement, tantôt, tu as mentionné le point que je trouvais super intéressant de dire, étant donné la densité populationnelle, ils n'ont pas pu mettre l'autoroute des Caries en plein milieu de Bruxelles. Exactement. Mais entre autres, oui, je pense qu'il y a juste, il y a ça aussi, il y a ce passé-là qui fait que ces grands projets-là n'ont jamais pu être faits. Et donc, la place du vélo est toujours restée. Puis on peut passer la Belgique, là. Ben, les cyclistes professionnels belges, c'est fou, là. C'est juste ça, là. Ils sont ultra bons. Mais parce que dans la culture... C'est ça qu'on veut, finalement. Oui. On veut gagner sur le Pro Tour. Mais c'est juste pour faire le lien. Aux mondiaux de cyclocross récemment, le top 10, non, j'exagère, mais je pense que le top 6, c'était juste des drapeaux belges. Mais juste pour faire le lien que eux, le vélo est tellement ancré dans la culture depuis longtemps, c'est juste vu comme un moyen de transport comme un autre, puis il n'y a pas de débat social. C'est pas une prise de position politique c'est comme juste, ça peut l'être. C'est tellement simple, prendre le vélo, c'est pratique, ça coûte pas cher. Alors là, tu as la population qui fait ça. Puis oui, comme tu dis, la ville, le tissu urbain était super dense, les rues très étroites. Tu peux pas rouler à 50 avec ton gros pick-up dans une rue étroite. Fait que le cycliste a sa place. L'automobiliste prend son trou puis fait attention. Puis je pense qu'il y a cette cohabitation-là qui existe, qui est très, très pertinente. Et donc, de voir ça, nous, d'observer ça, ben on est capable d'extrapoler un peu ces données-là, ou du moins ces phénomènes-là, puis les appliquer ici, dans notre tissu urbain qui est différent. Donc, c'est sûr qu'en termes d'études, il y en a, là, mais je pense que c'est plus d'observer cette relation-là entre l'espace public en Europe et l'espace public ici, puis réaliser que, ben en fait, c'est juste de permettre à tous les usagers d'avoir un espace qui est sécuritaire, qui leur permet de vivre agréablement, eh bien, tu vas venir revitaliser la ville. De consommer aussi. Parce qu'on parle d'économie, je pense que c'est important pour que, étant donné qu'on vit dans une structure capitaliste, de dire ça va permettre, disons, un peu le modèle de continuer de tourner. Là. Ben oui, mais c'est l'argument le plus vendeur. Puis évidemment, quand les urbanistes, ou même nous, en tant qu'étudiants en urbanisme, qu'on fait des projets qui sont fictifs ou même des vrais projets, ben, un de nos points importants qu'on doit mentionner, puis en même temps, je comprends, c'est cette structure économique-là, c'est l'argent que ça va rapporter au projet. Puis je pense que c'est important de le mentionner. Puis souvent, si je lis dans la sphère médiatique, par exemple, des gens qui vont dire « Ouais, Saint-Denis, c'est mort, il n'y a plus de commerce », il faut dire que la vacance, les commerces vides ont réduit énormément. Là, c'est passé de 60% à 84% ou 87% en 2023. De commerce ouvert. Taux d'occupation. Taux d'occupation, exactement. Donc, il a augmenté avec le rêve. Puis là, c'est un lien de causalité. C'est pas un lien de corrélation. Il y a vraiment c'est la cause, c'est le rêve. Donc, quand les gens vont dire, ouais, un projet de vélo, un projet de piste cyclable protégée, ça tue l'économie, c'est faux. Toutes les études qui ont été faites partout, dans toutes les villes qui ont fait ça, ça porte vers le positif. Donc, je pense que les gens doivent se raviser sur ce sujet-là puis arrêter d'utiliser ces arguments bidons-là qui sont faux, qui sont simplement essayer de diviser le débat social puis créer une polémique qui n'existe pas. Là. Puis, si on prend cette position-là, en fait, de dire, OK, quand on met le rêve sur Saint-Denis, qu'est-ce qui fait que d'enlever, par exemple, une voie à la voiture a permis de fluidifier le... Ça, c'est une excellente question. Fait qu'on arrive à l'heure d'aujourd'hui, qu'on est dans la deuxième partie. On est dans la deuxième partie. Okay. Il y a
le concept, le phénomène, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais le Downs-Thompson. J'ai oublié c'est quoi le mot exact, mais monsieur Downs et Thompson ont mis sur pied ce principe-là qui stipule que plus on a de voies, plus on a d'auto. Donc, on a plus de circulation. Moins on a de voies, moins on a d'auto. Donc, meilleure fluidité. Donc, par exemple, sur une route qui a 2 voies, chaque bord, on a 1500 voitures qui passent par jour. Ben voilà, ça roule. Tu viens mettre 2 voies, 4 voies, 2 voies de chaque bord. Les gens vont dire « Ah, man, la route est rendue plus grande. » Alors là, tu vas avoir un plus grand pourcentage de gens. Tu n'auras pas 3000. Tu ne vas pas avoir le double. Tu peux avoir plus de gens qui vont dire « Ah, ils ont agrandi cette voie-ci. Je vais prendre mon automobile parce que ça va être plus efficace. » Donc là, tu viens de rajouter pas 100% de la circulation, 105, 110, 115%. Puis, ben, ce phénomène-là est exponentiel. Et donc, ce qui fait que, par exemple, une autoroute que tu agrandis, tu sais, souvent on dit one more lane, please, one more lane, tu sais, just build one more lane. Ben, ultimement, ça rajoute tellement plus de trafic que c'est vraiment pas efficace. Ouais. Puis qu'en dedans d'un an, ben, on a plus de trafic, plus de congestion qu'il y avait au début. Donc, comme sur Saint-Denis, on est passé de 6 voies à 2 voies, donc de chaque côté, 3 de chaque côté à 1 de chaque côté. Ben, on a plus de fluidité parce qu'il y a moins de place pour l'automobile et les gens, ben, soit maintenant prennent leur vélo parce qu'ils ont juste à traverser Saint-Denis, le rêve. Et les gens disent, ben, il y a juste une voie, fait que je vais arrêter d'emprunter Saint-Denis. Donc, on a un plus petit débit. Là, il faut faire attention parce qu'encore à Montréal, les gens utilisent beaucoup leur voiture, donc on vient rediriger du trafic sur d'autres artères. Mais ça, c'est un phénomène plus important. Puis, on ne rentrera pas là-dedans parce qu'on ne parle pas de trafic automobile aujourd'hui. Mm-hmm. Mais donc, c'est ça qui arrive. C'est ce principe-là. D'agrandir ou de rapetisser une route, ça a l'effet... Ça crée un effet. On ne peut pas juste agrandir puis dire que ça va mieux aller. Puis, dans un processus d'implantation de solutions de rechange, là, c'est quoi les meilleures étapes pour dire justement, tu sais, je réduis le nombre de voies? C'est quoi qu'il faut mettre en place? C'est, en premier lieu, tu sais, la solution pas chère dans ma tête, c'est genre l'autobus. Après ça, tu as comme... Tu sais, c'est quoi l'ordre, mettons, dans lequel tu étales tes changements dans le temps pour que ça puisse transitionner vers ça, tu sais? Y en a-tu d'autres, des villes qui ont... Tu sais, Montréal est en transition, mais est-ce qu'on a des exemples de villes, justement, tu sais, nord-américaines avec... une évolution des années 70 où est-ce qu'il y a eu beaucoup de construction pour l'automobile qui sont en transition. Y a-tu beaucoup d'exemples comme Montréal, justement, qui sont en Amérique du Nord? C'est quoi ces exemples-là? C'est quoi ces villes-là? Manhattan, okay. New York City. Oui, ben oui. Je pense que c'est le meilleur exemple où toutes les routes, toutes les avenues puis les rues, les streets, les avenues sur l'île de Manhattan étaient des 4 voies, des fois immenses. Ah ouais. Hein? Puis on a construit une quantité phénoménale de pistes cyclables. Beaucoup de bandes cyclables, malheureusement, à notre grand désespoir, mais écoute, c'est du progrès quand même. On a une grande réduction du trafic. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont se déplacer, puis il peut y avoir de la congestion à certaines intersections critiques, mais New York a emboîté le pas. Donc, réduire le nombre de circulations, instaurer des voies cyclables. Parce que tu dis, mettre un autobus, oui, c'est une solution, mais simplement offrir la place pour d'autres usagers comme les cyclistes, ça crée un effet de désengorgement juste parce qu'il y a la piste cyclable protégée. Donc, on enlève une voie, disons, il y a 2 voies de chaque bord, 4 voies, tu fais 2 voies, une voie de chaque bord, puis tu rajoutes une piste cyclable protégée, eh bien, tu vas avoir des usagers qui vont prendre le vélo. Ouais. Et par la suite, oui, voir à soit instaurer ou revoir le tracé d'autobus pour permettre, évidemment, le transit en transport en commun. Est-ce que je pensais à Manhattan, est-ce que, tu sais, parce que quand on pense à cette ville-là, on pense au taxi. Ouais. Tu sais, parce que le taxi, finalement, c'est un usage de l'automobile qui est en termes de densité temporelle, est très. Tu sais, une voiture de taxi, c'est utilisé, je sais pas, dans sa journée, tu sais, mettons, dans sa période de 8 à 10, 12 heures, le chiffre, tu sais, ça va être utilisé, 80% du temps. Tu sais, fait que versus une automobile qui est utilisée 2 fois 30 minutes, matin et soir. Ouais. Est-ce que c'est pour ça qu'on voit autant de taxis à Manhattan? Tu sais, parce que finalement, c'est peut-être pendant que tu me parlais de ça, moi, je me suis dit, ben là, c'est ça, la première chose, c'est que faut que chaque usager qui reste dans l'automobile elle-même doit être utilisée à une densité plus grande, finalement. Bien, absolument, c'est un bon point. New York, c'est un bon exemple. Mais comme tu mentionnes, je pense qu'en pourcentage, un automobile de monsieur, madame, tout le monde est utilisé, est stationné 95% du temps. Donc, c'est juste une boîte de métal qui prend la poussière. C'est une caricature, mais ça, c'est pas beaucoup utilisé. Fait qu'un taxi, oui, tu viens optimiser l'utilisation de cette automobile-là. C'est une bonne chose. Je pense qu'à New York, ils ont une quantité phénoménale de taxis. En même temps, les gens n'ont pas d'automobile. C'est normal, c'est ultra dense. Tu vas pas
à moins que tu aies les moyens puis tu as un stationnement, mais t'acheter une automobile à Manhattan, c'est peut-être pas la meilleure décision. Comme sur le plateau à Rosemont ou à Ville-Marie, t'acheter une automobile à Montréal, c'est peut-être pas nécessaire. Mais à New York, on a les taxis qui permettent un transit important de gens. Puis parce que, comme tu dis, l'automobile est utilisée pratiquement 90-95% de son temps d'utilisation, ben on optimise ça, donc c'est bien. Donc, c'est un moyen de transport, c'est du covoiturage, comme on peut appeler. Donc oui, à Manhattan, ils ont plusieurs solutions qui leur permettent de faire ça. Puis eux, qu'est-ce qui les a menés à cette transition-là? Puis à quelle époque ça s'est produit? Parce que si on prend Manhattan comme étant notre plus proche comparable de la transition que, mettons, Montréal essaie d'effectuer, est-ce que eux, la densité était là avant, puis c'est ça qui leur a empêché de construire les grosses autoroutes? Ou, comme tu disais, il y avait beaucoup de voies quand même avant. Fait que, tu sais, c'était... Je suis pas certain que tu connais l'histoire de Manhattan, mais... Un petit peu, je me suis quand même renseigné, mais non, eux, ils ont quand même dit, hey, on va exproprier du monde, puis on va te détruire, puis on va faire des autoroutes. Là. Je connais pas les numéros des autoroutes, mais on a comme, tu sais, dans le lower side, là, proche du Financial District, l'autoroute qui fait vraiment toute la rive de New York, tu sais, l'île qui ressemble un peu à ça. Là, puis, fait qu'on a exproprié puis on a bulldozé là, des maisons puis des logements pour faire ces autoroutes-là. Puis la densité était là à New York là, dans les années 30-40, puis on a quand même fait des immenses boulevards. Mais ça reste que ils étaient quand même... Je veux dire, les îlots, l'emprise est presque totale. Les bâtiments prennent presque tout l'îlot un peu partout. Fait qu'ils étaient limités par ça, mais ils sont quand même permis de détruire bien des affaires pour faire des routes. Puis New York, c'est une des villes les plus congestionnées au monde. Mais récemment, ça s'améliore. Mais pendant genre 50, 60 ans, je n'ai pas les chiffres, mais c'était une des villes les plus congestionnées au monde. Quand même, tu sais, je veux dire, même si on fait ça allait pas mieux. Là. C'était vraiment le bordel. Ça prenait 4 heures de se rendre à New York. C'était un peu ça mon hypothèse, c'est-à-dire que étant donné qu'ils ont été pris plus rapidement avec cette surdensité-là, tu veux pas, nous, la densité à Montréal, ça fait combien de temps qu'elle est trop dense? Ça fait pas 50 ans. Ça doit faire 20 à 30 ans que c'est trop dense, que là, tu peux plus te dire, je vais habiter en deuxième couronne puis je vais aller travailler à Montréal. Ça, c'est un phénomène... dans ma tête qui est plus 20-30 ans maximum. Oui, exactement. Ben, je pourrais pas dire que la ville... trop dense, moi, à mon avis, selon beaucoup d'urbanistes, la ville ne peut pas être trop de circulation. Je veux dire que le réseau il est sursaturé. Je parle pas de la densité parce qu'effectivement, la densité, c'est la clé, justement, pour la vigueur économique. Mais oui, le phénomène dont tu parles, c'est évidemment l'exode urbain, donc l'étalement urbain qu'on a permis. Puis ça, je pense qu'on va pouvoir en parler un peu, des moyens qu'on peut mettre en réglementation, mais c'est qu'on a tellement été laxiste sur la réglementation pendant longtemps, puis on permettait les super gros développements de maisons unifamiliales dans la couronne. Puis on est comme, on va tout raser ces forêts-là pour construire de la maison unifamiliale. Bien, on le sait, ça a des impacts importants. Puis les maisons étaient à des prix compétitifs, même des fois tellement pas chers que, tu y penses pas deux fois. Là. Ben oui, je vais déménager à Candiac, je vais déménager à Saint-Constant, à Sainte-Catherine, peu importe, parce que c'est tellement pas cher. Fait que ton coût d'option, de prendre ton char pour faire ton avétage, ça vaut la peine. Mais là, aujourd'hui, on a un peu cet enjeu-là qui est plus vrai. Puis il y a même des études qui démontrent que, oui, le coût de ta maison, par exemple, sur la couronne nord ou sud est plus faible. Mais qu'ultimement, ton coût pour ton automobile, ton transport et tout ça... T'es plus capable de leur couper, là. Finit qu'à la fin de l'année, sur tes dépenses annuelles, t'étais gagnant d'acheter une maison à Montréal, même si ton hypothèque était plus chère, parce qu'ultimement, tu utilises tellement ton automobile, pas juste pour aller au bureau, là, pour faire toutes tes courses, pour faire toutes tes choses, que tu payes tellement cher en entretien, en gaz, en immatriculation, en peu importe, puis en temps perdu, qu'acheter une maison sur la Rive-Sud à Longueuil te revient plus cher sur le long terme qu'acheter une maison à Montréal dans un quartier dense qui, oui, coûte 300-400 000 plus cher au coût d'achat, mais que 10 ans plus tard, tu vas avoir beaucoup plus d'argent dans tes poches. C'est pas pour le cas si tu décides de déménager super loin. Déménager, par exemple, passer Saint-Jérôme. Non, on parle vraiment du périurbain. C'est ça. Ouais, OK. Mais ça, c'est des nouvelles statistiques qui sont récemment sorties. Puis ça, c'est-tu des statistiques qui proviennent de l'Amérique du Nord? Parce que ce phénomène-là, Oui, non, c'est Montréal. Là, je parle du Québec. C'est Montréal, okay. C'est des organismes. On a plusieurs organismes dans le milieu de la planification urbaine, puis même juste l'Institut de la statistique du Québec qui fait ce genre d'études-là, qui permettent de sortir ces données-là pour un peu exposer cet enjeu-là. Puis là, récemment, on change beaucoup la réglementation par rapport à l'implantation. Donc, moins de maisons unifamiliales, obligé de densifier, tout ça. Est-ce qu'il y a des influenceurs urbanistes? Pas vraiment. Moi, je pense que tu devrais faire ça. Non, mais tu sais, je parle souvent des professionnels de la santé. Tu sais, nous, en physio, il n'y a pas beaucoup de monde qui font de l'influence en physio. Tu en as quelques-uns, mais tu sais, si je compare, mettons, aux nutritionnistes,
eux, ça fait longtemps qu'ils sont dans la sphère médiatique. Là, ils sont à TVA depuis les années 2000. Genre, mettons, puis j'ai comme l'impression que pour démocratiser le message, ben, il faut qu'il y ait des... Parce que moi, c'est un sujet qui me passionne. Peut-être que je suis seul, là, mais j'en doute. De pouvoir vulgariser ces concepts-là pour se les approprier, pour qu'après ça, quand on a je sais pas, pas un référendum, mais une consultation publique, pour que tu puisses y aller puis prendre position au niveau t'impliquer. Oui, parce que c'est un peu ça aussi le but, même, je pense, de la conversation, c'est de dire comment s'impliquer en tant que simple citoyen. Oui, s'éduquer, c'est la première étape, probablement. Mais oui, je veux dire, non, il y en a. Oui, il y en a. Là. Il y a des gens qui sont... Il y a des personnalités publiques qui ont une influence très positive sur l'urbanisme puis la planification urbaine, tout ça. Je t'ai parlé tantôt de la chaîne YouTube Not Just Bikes, qui, lui, je pense, fait du travail super important sur la sensibilisation aux enjeux. Mais au Québec, on a certaines personnes, on a des experts qui vont être invités des fois à des entrevues à Radio-Canada, quoi que ce soit. Mais je pense que dans la sphère médiatique numérique de notre génération, Instagram, TikTok, etc., il n'y en a pas beaucoup. Il y en a certains, mais je pense qu'il faudrait que le message se passe un peu plus puis qu'on en parle. Mais ça s'en vient. Je veux dire, les mentalités changent énormément. Puis je pense qu'on est sur la bonne voie. Fait que moi, je suis pas inquiet en sens où on n'est pas là pour peser sur le piton rouge parce qu'on fait des projets complètement ridicules. Pas du tout. Le progrès est là. Je pense que juste du point de vue de beaucoup d'urbanistes puis de futurs urbanistes comme moi-même, ça va pas assez vite. Mais encore là, pour certains, ça va beaucoup trop vite. Pour certains, ça va beaucoup trop vite, exactement. Donc, c'est juste une question de perspective. Puis c'est super important de prendre en considération ce que les autres ont à dire. Puis une chambre d'écho, puis un débat de sourds, surtout en urbanisme, ça sert à rien. C'est aucunement constructif. Fait que je pense que c'est un peu ça. Puis venir parler avec toi un peu aujourd'hui, c'est ça, c'est d'exposer ces idées-là pour que les gens, peut-être qui connaissent mal le sujet, s'informent. Puis après, eux, réfléchissent. Je suis pas là pour endoctriner personne. Là. Moi, je suis juste expliquer c'est quoi les phénomènes, qu'est-ce qui se passe. Puis un peu de comprendre en tant que citoyen, en tant que résident, comment est-ce que tu peux influencer ton milieu puis mieux comprendre un peu ce qui t'entoure. Est-ce qu'on peut parler, étant donné qu'on est dans l'état des lieux là, à l'heure actuelle, dans le moment présent, de la deuxième partie de 3 de notre conversation, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer puis de faire miroiter à des gens qui ne connaîtraient pas la réalité des pays plus... on parlait de Belgique, on parlait de pays européens. J'ai quand même l'impression que des fois, les pays scandinaves sont vus comme un modèle, mais j'ai l'impression que des fois, on s'identifie moins peut-être à ces pays-là parce qu'on se dit qu'ils sont on dirait que culturellement ou identitairement, on se dit qu'ils sont tellement loin de nous, c'est comme pas réaliste de, par exemple, laisser ton bébé dormir dehors l'hiver dans la poussette, puis de genre que tes enfants de 5 ans aient en vélo. Fait que, est-ce qu'on pourrait y aller dans peut-être un contexte comme justement une grande ville comme... c'est-tu Bruxelles, une ville super cycliste en Belgique? En Belgique, oui, il y a Bruxelles, mais il y a Bruges aussi, mais... si tu veux qu'on prenne... Parce que j'ai des statistiques vraiment plus pointues sur Copenhague. Okay. Copenhague, plutôt. Puis est-ce qu'on pourrait juste... Pourrais-tu nous faire l'histoire un petit peu de Copenhague? Parce que probablement qu'il y a une transition aussi vers plus de vélos. Ils n'ont pas toujours été non. tous des cyclistes. C'est ça. Je pense que c'est ça qui est... C'est ça qui est intéressant à comparer. C'est que dans les années 70, Copenhague et Amsterdam, par exemple, ou même Rotterdam, plein de villes dans le nord de l'Europe, avaient la même situation qu'on a aujourd'hui, où il y a 10 ans, des gros boulevards avec plein d'autos de la congestion à pu finir. Là. C'est faux de penser qu'ils ont toujours eu plein de pistes cyclables, puis ça a toujours été un beau partage de la superficie de la ville, puis de l'espace public. C'est faux. On voit des photos, là, même en Allemagne, à Amsterdam, à Copenhague, de boulevards complètement congestionnés avec plein de véhicules. Mais eux, en raison, je pense, de la volonté politique, puis simplement aussi, même chose que nous, la manifestation puis d'activisme, on fait ce changement-là. Je pense qu'aussi en Amérique du Nord, on les aime beaucoup, là, mais nos lobbies pétroliers, c'est pas vrai, on les aime pas vraiment, mais c'est du sarcasme, qui ont une influence très grande sur la réglementation puis les décisions politiques, surtout ici. L'industrie de l'automobile est immense en Amérique du Nord, autant au Canada qu'aux États-Unis, il est un peu moins en Europe. Puis je pense que cette pression-là, eux, l'ont moins ressentie, ce qui permettait aux décideurs puis au gouvernement de passer des lois. Puis dans les années 90, Copenhague et Amsterdam, on fait des virages, 180 degrés, puis on dit ça suffit. On réalisait à quel point c'était dommageable pour la ville puis pour la population. Et on fait ça. Donc, te donner juste des chiffres. Aujourd'hui, là, en 2024, à Montréal, l'apport modal, donc la quantité de gens qui utilisent un X moyen de transport, 3% pour le vélo, 13% pour la marche, 24% pour les transports actifs. Tout le reste, c'est transport en commun automobile. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. À Copenhague, 2024,
49 % de la part modale des gens en ville, dans la région urbaine, utilisent le vélo. Leur objectif 2025, c'était 50 % Ils sont là. Ils ont réussi à faire ça. Pour 2025... Leur objectif 2025 avait été annoncé quand? Avait été annoncé début des années 2000. OK. Fait que ça prend... Il a été ravisé. OK. Puis il a été bonifié. Il a été bonifié parce qu'il réalisait que ça avançait vraiment vite. Donc, les modes durables, eux, pour 2025, les modes durables, on parle de transport en commun et cyclisme, marche, etc., 75 % ils sont presque. Donc, on a juste 25 % de la population qui navette, qui utilise l'automobile comme moyen de transport. C'est rien. Ben, c'est excellent dans le sens où ils ont fait beaucoup de progrès. Puis les automobilistes se plaignent pas. Ils ont de l'espace, mais il n'y a pas beaucoup d'autos, donc il n'y a pas de congestion. Puis c'est un peu ça le paradigme que je pense que beaucoup de gens comprennent moins, c'est que moins il y a d'automobiles, même si toi, tu n'as pas le choix d'utiliser ton char pour toutes tes affaires, c'est correct, mais moins il y a de chars, plus tu vas avoir de plaisir, mon ami. L'idéal, c'est qu'il y a une grande population qui n'a pas besoin de sa voiture sur l'infrastructure. Puis ceux qui en ont besoin, ben, ils ont l'infrastructure qui est là. Toute la place est à eux. Puis la place est à eux. Fait qu'il y a, en tout cas, bref. À Montréal... Par rapport à cette statistique-là, ça prend combien de temps avec les gens, mettons... parce qu'il y a de la résistance, c'est sûr, au changement, là, peu importe le changement. Mais ça prend combien de temps pour que, mettons, ces populations-là soutiennent ces initiatives-là? Parce que tu as comme les premiers changements qui sont les plus difficiles. Les early adopters sont contents, mais les early adopters, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne pourrais pas donner d'intervalle de temps. Parce que je ne connais pas bien ces statistiques-là, ou du moins, les études ont été faites, mais je n'ai pas pris le temps de les consulter. Mais ça prend quelques années. Mais il y a un phénomène qu'on appelle la demande induite. Je ne sais pas si c'est un phénomène avec lequel tu es familier, mais c'est quand on installe une infrastructure X pour X moyens de transport, ben ultimement, les gens vont réaliser qu'elle est là, donc vont l'utiliser. Comme je te parlais des voies d'autoroute tantôt, avec le principe de Downs-Thompson. C'est comme un bon service de bike fitting. Exactement. Ben oui. Chers auditrices, chers auditeurs, je me permets d'interrompre 30 secondes le podcast simplement pour vous rappeler qu'en ce moment, même si on est au début de la saison 2025 et peut-être que vous ne pensez pas encore à l'importance de votre positionnement cycliste, sachez que le début de la saison avant l'été, c'est idéal pour faire votre bike fitting parce que comme ça, vous allez pouvoir traverser toute la saison de vélo en étant confortable et en étant performant à vélo. Donc, vous prenez rendez-vous à la clinique. Cette année, en 2025, ça fait 10 ans qu'on existe. Ça fait 10 ans, on a fait des milliers et des milliers de cyclistes satisfaits. 450-486-3888, vous nous appelez à la clinique ou vous visitez le physiovélo.com pour prendre votre rendez-vous directement afin d'être confortable et performant à vélo. Mais c'est la même chose. Donc, tu mets plus de voies pour les autos, les gens disent « Hey, il y a plus de place pour moi, je vais prendre mon char. Tu mets plus de pistes cyclables. Ça prend du temps, là, ça prend pas 2 semaines, on s'entend. Là, ça va prendre plusieurs mois, voire une année. C'est rare que ça se rend en plusieurs années. Ultimement, les gens font leur changement. Tu as plus de pistes cyclables et les gens vont dire « Ben là, c'est bien plus simple, je vais prendre mon vélo. Donc, je pense que dans ces pays-là où la part modale est rendue si grande, les gens ont réalisé à quel point c'était facile. Puis, les gens, évidemment, ont été sondés par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'ils prennent le vélo? Ben, les raisons, c'est facile, c'est rapide. Honnêtement, tu n'es pas pris dans le trafic. Souvent, eux là-bas, ils ont des ronds-points, ils n'ont pas des lumières, donc c'est facile de circuler. C'est rapide, l'exercice. Puis ça, je pense que je voulais faire ce lien-là, surtout en raison qu'on parle de vélo, puis on parle de physiothérapie, tout ça, l'importance de l'exercice qui vient avec le vélo. Économique, ça coûte tellement pas cher du vélo, là. Avoir un auto, c'est un fardeau économique, là, c'est incroyable. C'est pratique et c'est écologique. Donc, ça, c'est les raisons que les gens citaient à Copenhague. Puis la statistique, je pense, qui, moi, est la plus frappante, à Montréal, l'espace public, la superficie que les pistes cyclables utilisent est moins de 2 %. Puis on a 3 % de la part modale. À Copenhague, c'est 7 % de la superficie. C'est rien, là. C'est 5 % de plus qu'à Montréal et on a 50 % des gens. Donc, il n'en prend pas tant que ça. Là. Oh, wow. Tu sais, les gens, des fois, ont cette vision-là que Valérie Plante a un complot pour détruire la planète, puis comme, tu sais, genre disparaître l'automobile de la ville. Et je caricature, évidemment, là, mais des fois, on entend ce genre de discours-là. À 7 % tu as déjà 50 % À 7 % Copenhague à 50 % Imagine si on fait juste monter de quelques pourcentages le nombre de pistes cyclables. Là, ça va pas tant faire mal aux automobilistes qui adorent leur voiture. Là, et on va aller chercher encore plus de part modale. Donc, moi, c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que même des villes où la place des pistes cyclables n'est pas super grande, les gens l'utilisent énormément. Ouais, donc, il y a de l'espoir. C'est un peu ça de dire que oui, c'est pas nécessaire. La quantité nécessaire pour diminuer les utilisateurs d'automobiles puis de leur laisser une place sécuritaire, c'est tout petit, finalement. Tout petit. 7 %. Exactement. Parce qu'on s'entend qu'une boîte de métal de 2 tonnes, ça prend beaucoup de place qu'un petit vélo.
super étroit. Là. Donc, la capacité est vraiment plus grande. Donc, je pense que je voulais faire un comparatif avec l'état aujourd'hui des lieux, mais c'est un peu ça. Si on compare avec des places qui sont très avant-gardistes. Puis est-ce qu'ils savaient, parce que cette statistique-là, finalement, elle émerge des changements qui ont eu lieu, mais de savoir ça, c'est très jouable là, comme carte en ayant le pourcentage que tu sais que tu dois atteindre comme superficie utilisée pour atteindre les pourcentages de mobilité. C'est fantastique. C'est simple comme... C'est simple. Puis je pense que les gens qui sont bien placés, les gens qui travaillent pour Vélo Québec, les personnes au gouvernement ou les urbanistes qui travaillent dans le milieu. On les invite d'ailleurs à venir au podcast. Oui, bien sûr, absolument. ça serait génial. Hyper pertinente. Vont... Invitez-vous d'ailleurs, invitez-vous. Faites comme nous, invitez-vous. Ils vont exposer ces statistiques-là. Mais je pense que ça s'en vient. La Ville de Montréal prend des bonnes décisions. Le Parti Projet Montréal a des grandes idées par rapport à ça. Puis on les remercie. Je trouve que c'est du beau travail qu'ils font. Mais je pense qu'il y a encore de la résistance à plus haute échelle. Par exemple, le gouvernement de la CAQ, avec la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui évidemment a encore investi beaucoup d'argent dans des projets qui n'amènent pas plus de pistes cyclables, par exemple. Sans dire que je ne veux vraiment pas la dénigrer du travail qu'elle fait. Il y a du bon travail qui est fait, mais c'est pas dans la vision... C'est vraiment vu comme secondaire. Tu sais, c'est vu souvent les pistes cyclables et les projets de transport actif, la mobilité durable, c'est vu un peu comme un dossier là, qu'on laisse derrière nous là, sur le bureau là-bas, puis on checkera dans 5 ans. Donc, je pense que ces statistiques-là sont exposées. Les gens font « Ah, OK, oui, cool, c'est génial, mais écoute, on a ça avant le 3e lien. Là. On a ça avant. Donc, je pense que c'est ce qui se passe, c'est juste la volonté des gouvernements et des instances provinciales qui font que ça avance un peu plus lentement. Parce qu'ultimement, la Ville de Montréal puis toutes les municipalités sont les créatures du gouvernement provincial. Donc, si le gouvernement ne veut pas leur donner de l'argent parce qu'il n'approuve pas le projet qu'ils présentent, too bad. Too bad, so sad, t'as pas d'argent. Donc, c'est un peu ça. Mais ça va venir. J'ai vraiment beaucoup espoir. Là. Je pense que la nouvelle génération d'urbanistes amène correctement ces idées-là pour avoir un changement de mentalité dans la société. J'allais te demander, par rapport à une des réticences qui est quand même assez, je pense, facile à entrevoir, qui est la réticence du climat hivernal. Tu sais, on a des populations dans des États plus nordiques qui sont quand même capables d'utiliser leur vélo en toute saison. En toute saison. Puis, je dois t'avouer que même moi ici, alors que j'ai simplement 3 km à parcourir pour venir à la clinique, en hiver, s'il y a beaucoup de neige, il n'y a aucune bande cyclable, aucune... Tu sais, je dois me mettre en plein milieu d'une voie d'automobiliste, puis craindre pour ma vie oui, tout à fait. Si quelqu'un est inattentif. C'est un choix que je peux pas faire. Non, genre dans ma tête, je peux pas prendre ce risque-là. Mais je te comprends. C'est normal. Puis c'est un peu ça. C'est pas l'hiver mon problème. Non, c'est pas l'hiver. C'est les infrastructures qui sont inexistantes, surtout sur la rive sud où on déneige pas ces pistes. Parce qu'il y en a des pistes cyclables sur la rive sud, on se le cachera pas, mais ils sont pas déneigées. Parce qu'encore une fois, c'est un sujet de seconde classe. C'est pourquoi tu as le droit d'arrêter une piste cyclable en plein milieu de nulle part à l'intersection puis qu'il n'y en a pas une de l'autre bord? C'est où cette loi-là, Louis? C'est où? Ça, c'est très frustrant. Puis ça, je suis d'accord avec toi. Puis sur la rive sud, là, à le rang Saint-Régis, je sais pas si tu connais, c'est la route qu'on prend tous, qu'on fait l'arrêt du Messorem. Okay. C'est la boucle classique de la rive sud. Dans le fond, la municipalité de Saint-Constant, ils ont construit plein de pistes cyclables qui arrêtaient sec sur le bord d'un champ. Puis ils sont comme « Hey, on a fait plein de pistes cyclables, bravo! » Puis là, ils se tapent dans le dos. Je suis comme « Guys, vous êtes sérieux? » Mais il n'y a rien qui stipule qu'ils doivent connecter la piste cyclable. On les encourage, mais eux, après ça, sur leur rapport annuel, disaient hey, on a construit 50 km de piste cyclable qui mènent nulle part. Bravo, tu sais. Mais c'est ça qui est frustrant un peu, c'est qu'ils se permettent. Pour du loisir, ça va. Oui, mais pour du loisir, ça va. L'objectif de la conversation, c'est pas d'améliorer le loisir. Non, parce que ça, il est là. Parce que nous, on va quand même aller rouler. C'est d'améliorer le collectif, le sort collectif. Oui, c'est que Pierre, Jean-Jacques, monsieur, madame, tout le monde se sentent en sécurité de prendre son vélo, comme on a dit au début. Ouais, mais tout à fait. Mais pour te donner une idée, faire la comparaison, tu parlais de Longueuil, toi, je comprends absolument que tu ne veux pas prendre ton auto puis te mettre en danger, c'est très, très valide. À Montréal, on a à peu près 1065, 1062 km de pistes cyclables et il y a 729 km qui sont praticables toute l'année, qui vont déneiger. Wow. Puis j'entends souvent sur la sphère médiatique... Ça a été en forte
forte croissance. Oui, forte croissance. Moi, j'ai habité Montréal de 2013 à 2019. Ouais, puis c'était pas le cas. Ça commençait sur Boyer en genre 2016. Puis là, tu sais, il y avait genre des vidéos de la déneigeuse de la piste cyclable parce qu'elle avait pas tant de job. Fait qu'elle passait tout le temps en premier. Fait que la seule bout qui était déneigée dans toute Montréal en premier, c'était Boyer. J'adore ce que tu mentionnes parce que dans la sphère médiatique, c'est toujours ça qu'on entend. « Ah, les maudites pistes cyclables sont déneigées avant les rues. Comment ça? » Il y en a moins! C'est tellement simple, c'est tellement un problème de mathématiques qui est simple à comprendre. 700 km de pistes cyclables, OK? 729 km de pistes cyclables à déneiger. 2%. Ben, c'est même moins parce que tu enlèves 300 km. Fait que 1,2 pour ça, peut-être? Je sais pas trop, là. 4300 km de route, mais ça, c'est la longueur, c'est pas la largeur. T'as une route de 6 voies, ben c'est la distance x 6. C'est x 6. On parle d'une superficie exceptionnelle de route. Quelle infrastructure tu penses qu'il va déneiger en premier champion? Tu sais, c'est un peu ça, parce que je lis des commentaires des fois sur des publications de la ville, par exemple, qui disent « Ah, nous déneigeons ça », puis là, t'as les gens dans les commentaires qui sont tellement frustrés. Ouais. Mon ami, c'est pas compliqué. Et puis, en plus, pour les pistes cyclables, c'est des petits tracteurs, là, c'est pas les immenses grattes que tu as besoin. Exact. Et pour la ville de Montréal, c'est pas le même contracteur. C'est pas la même compagnie de déneigement qui va faire les routes et qui va faire les pistes cyclables. Donc, c'est pas comme s'ils priorisent, c'est deux compagnies différentes. Fait que ça peut être fait simultanément. Souvent, ça arrive que les pistes cyclables sont déneigées avant les autres parce que c'est des petits tracteurs, il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Tu sais, c'est juste plus simple. Et il y a beaucoup moins de distance à déneiger. Donc, ce débat-là, encore une fois, il faut toujours qu'on le justifie, mais il est tellement simple à comprendre. Il y a tellement moins de pistes cyclables à déneiger, c'est sûr qu'ils vont être faits avant. C'est un problème des ressources, finalement. C'est l'utilisation des ressources. Là. Ben oui, exactement. Mais à un moment donné, on n'est pas pour dépenser 10 milliards de dollars à chaque année pour déneiger les routes en 10 minutes. Là, c'est ridicule. Là. La quantité de CO2 qui va être émise par la quantité de tracteurs qu'on va voir. Emmener, faut raisonner. Puis... De toute façon, il va y avoir des tracteurs partout, Louis, on ne pourra plus rouler. Exactement. Ça va être congestionné partout. Et dans tous les cas, ton automobile, ton gros SUV ou même ta petite voiture avec des pneus d'hiver et qui a un peu de neige, pas la fin du monde. Je comprends, il tombe 40 cm de neige, ça va, il faut qu'il passe. Mais une petite couche de neige, le cycliste est en danger. Une petite couche de neige, l'automobiliste, il n'y aura aucun problème s'il fait attention puis il contrôle sa vitesse. Fait qu'il y a un peu ça aussi. Nous, on se met en danger à rouler l'hiver s'il y a un peu de neige, si c'est mal déneigé, tandis que les automobilistes sont corrects. Puis après ça, oui, on veut bien que ça soit bien déglacé, etc., mais ça. Puis pour faire un lien un peu avec des villes qui sont, je dirais, des têtes de peloton en regard au cyclisme d'hiver, on a la ville de Oulu en Finlande, qui, eux, en moins de 2 heures, vont déneiger toutes les pistes cyclables de la ville. Et on a une population, on a vraiment une grande partie de la population qui utilise le vélo. La ville de Oulu est, sur les parallèles de la planète, là, est vraiment plus au nord que Montréal. On parle des hivers où en décembre, janvier, février, du moins 30 constant. Là. Puis les gens utilisent leur vélo pour pas mal tout. Donc, on peut pas donner... Je comprends que la réalité n'est peut-être pas la même, puis les gens ont ça ancré dans leur culture depuis plus longtemps, mais c'est pas une excuse qu'on peut donner. Moi, c'est plus ça. Ça va, tu veux pas utiliser ton vélo l'hiver, il n'y a aucun problème, mais Mais parions que si tu avais l'infrastructure devant chez vous, t'habiller pour aller faire un petit 3 km de vélo te semblerait beaucoup plus le fun que... Déneiger ton char, être pogné dans le trafic. Te ramasser dans une rue qui est faite pour les voitures, qui n'est pas déneigée. Ouais, au final, c'est ça aussi l'enjeu là, en ce moment. C'est que moi, mes 3 km pour venir jusqu'ici sont exclusivement dans la rue pour les voitures. Puis t'as le boulevard Tachereau en plus, pas loin. Je prends pas le boulevard Tachereau pour venir. J'espère que non. Je t'épargne ça. Des fois, je vois des gens marcher sur le boulevard Tachereau. C'est pas l'endroit idéal. Mais comme tu mentionnes, c'est quand même... Puis Longueuil, c'est beaucoup de grands boulevards. C'est des rues où la limite, c'est 50. Des fois, c'est 70. Je comprends. Moi aussi, je serais vraiment pas en sécurité. Puis si je faisais du vélo à moins 30 l'hiver, là, tu peux être sûr que je dépenserais beaucoup d'argent dans tous les petits cafés sur mon chemin. Ben oui, tellement. On va se réchauffer. Un petit brownie, ça. J'aimerais ça qu'on prenne un moment pour parler de cette créature-là qui est le vélo en libre service. C'est quand même un produit assez récent. Là, c'est un produit qui a 25 ans, là, finalement. Parce que Bexy, c'était 2009 à Montréal. Bon, il y a eu d'autres villes qui l'ont peut-être adopté avant, mais c'était quand même vraiment début des années 2000 qu'on a eu cette créature-là qui est apparue. À quel point elle a une part modale élevée, ce vélo-là en libre service? La part modale, je ne l'ai pas. C'est sûr qu'elle rentre dans la portion vélo. Elle va rentrer dans la portion vélo, mais il faut aussi prendre en considération qu'énormément de touristes vont utiliser le Bixi pour se déplacer, parce que c'est surtout l'été, parce que c'est très simple, c'est très pratique. Surtout les touristes on s'entend, c'est correct, là, vont
vont tourner autour du Vieux-Montréal, du centre-ville, tout ça. Donc, c'est super simple d'utiliser le Bixi. Donc, ouais, c'est ça, un Public Bike Share Company, le PBSC, qui est la compagnie montréalaise qui a son siège social ici sur la Rive-Sud. C'est eux qui ont développé le système de barrure de Bixi, qui ont évidemment fait leur label, pas leur label, leur brevet, puis l'ont vendu un peu partout dans le monde. Puis oui, Bixi, énormément de succès partout où il a été implanté. Donc, dans d'autres villes, ça s'appelle pas Bixi. À New York, c'est le City Bike. Ouais. À Lyon, par exemple, c'est le Vélove. À Paris, c'est le Vélib. Vélib, donc, c'est tout le même système, un peu avec des noms différents. Ouais. Puis, partout dans les villes où ça a été implanté, on a un succès énorme. Bixi a dépassé les 50 millions de déplacements, je pense, l'année passée ou en 2023. Donc, très grand succès. Puis là, le projet pilote pendant l'hiver 2023-2024 pour l'hiver. L'hiver, oui, ça a bien marché. Ça a super bien marché. Et puis, le 2024-2025, on continue avec plus de bornes. Le seul truc avec Bixi, c'est pas, si je ne réprimande pas à Bixi en tant que tel, plutôt aux municipalités périphériques. Puis je pense qu'on a la question, on va s'en parler tantôt. Mais mal desservi Bixi dans les arrondissements plus loin. Je parle passer la Chine, disons, vers l'ouest. Pointe-Claire, Dorval, Beaconsfield, le nord aussi, le Kirkland, de l'Or-des-Ormeaux, puis plus vers l'est, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles, etc., mal desservi. Donc, on a un système qui est super efficace au centre de la ville, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas en profiter dans les régions périphériques, du moins dans les arrondissements périphériques de la ville de Montréal. Ça me fait penser à une question, parce que quand on parle de ça, c'est quoi la longueur du déplacement moyen en Bixi? Oh, ça, c'est une très bonne question. C'est-tu un ou deux, puis c'est comme ça qu'ils font leur choix. Ils se disent, OK, bon, on sait que passer 5 km de déplacement, l'utilisation, elle drop drastiquement. Fait que, au final... je te dirais que naturellement, oui. Là, je pense qu'en Bixi, quand tu as une très longue distance à faire... Est-ce qu'on sait c'est quoi le trajet moyen en vélo pour les usagers au Québec? Est-ce qu'on a une statistique sur ça? Non, le trajet moyen en vélo. Mais ce que je peux te dire comme statistique, c'est que 36% des travailleurs québécois habitent à moins de 5% de leur lieu de travail. 5 km. Ouais. Moins de 5 km de leur lieu de travail. Ça, c'est au Québec au complet. Wow! 36. 44% dans les villes moyennes. Trois-Rivières, Sherbrooke, au Québec, Lévis, Laval, par exemple. OK. 60% dans les petites villes. Le potentiel est immense. Là, dans les petites villes? Ah, fait que le potentiel est plus grand dans les petites villes, parce que souvent, les cœurs villageois sont beaucoup plus denses. Mais les gens utilisent full l'automobile, puis on voit très peu de cyclistes. Fait que ça, c'est une statistique, je trouve, qui est intéressante. Ah, parce que, pour vrai, tu viens de me faire découvrir quelque chose. Fait que 60% des petites villes ont un grand intérêt. Puis eux, c'est parce qu'en fait, ils ont un intérêt, mais on dit un intérêt, mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont même pas de problème à la base. Non, c'est ça. Il n'y a pas de trafic. Fait que je comprends les gens de ne pas utiliser l'automobile, mais quand tu as un trajet de 2 km à faire, puis tu décides de quand même prendre ton auto, même s'il n'y a pas de trafic, tu dépenses, comme on a parlé tantôt, tu vas dépenser énormément d'argent pour entretenir ton auto quand même, puis payer de l'essence quand tu pourrais sauver des milliers de dollars, je dirais, bimensuellement ou trimestriellement à utiliser un vélo. Ouais. Donc, il y a quand même ça. On va vraiment dire que c'est un potentiel parce que c'est pas la réalité, mais il y a un potentiel énorme à ce que ces gens-là changent l'apport modal. Tu sais, des petites villes, j'ai pas d'exemple en tant que tel, mais par exemple, Sept-Îles. Je pense que c'était dans le document, dans l'étude que j'avais lu, Sept-Îles. C'est sûr que c'est loin, mais c'est tout petit, il n'y a pas grand monde, puis c'est facile de se déplacer en vélo si jamais tu décides de le faire. Fait que il y a vraiment un grand potentiel dans ces villes-là que j'espère qu'on va exploiter, ou du moins que ces municipalités-là vont mettre de l'avant. Oui, tout ça à condition de considérer le vélo comme un objet de développement économique. C'est ça aussi. Parce que, genre, je veux dire, tu le ressens, toi aussi, là, cette communication-là, cette culture-là, que le vélo est un... Ils vont pas mettre des pistes claires parce qu'ils sont comme... mais parce que c'est pas vu comme un outil de développement économique. Oui, mais ce que je peux te donner, par contre, on peut faire une petite parenthèse économique par rapport au vélo. Allons-y. Ou du moins par rapport au mode de transport qui est utilisé. Qui aurait cru qu'on parlerait de cette île ici? Ouais, non, mais je sais pas. Oui, je suis très fier de toi. Le coût social, parce que là, tu dis, c'est pas un facteur économique. Je suis d'accord avec toi, ça va pas créer de l'argent, mais ça va sauver de l'argent. On pourrait demander aux cyclistes de cette île de nous envoyer des DM de leur, ça serait vraiment cool. De leur trajet cycliste en hiver, s'il vous plaît. Ouais, surtout là-bas, avec l'air du fleuve. Là, avec l'air du fleuve. Les pneus à clous, les Schwalbe marathon à clous. Exactement. Parenthèse économique. Parenthèse économique, parce que là, tu dis, c'est difficile à vendre, je comprends, parce que construire une piste cyclable, c'est pas un facilitateur économique. Toutefois, sur le long terme, ça
le coût social est vraiment réduit. Donc, pour $1 de dépenses individuelles, que toi et moi, on dépense, peu importe en impôts ou quoi que ce soit, la société paye 5,77 $ par automobile. Donc, si on parle d'infrastructure, on parle de réparation des rues, tout ça. Pour le transport en commun, c'est 1,20 $, 1,21 $. Donc, la société paye 20 sous de plus que l'individu. C'est normal. Le transport en commun n'est pas fait pour être profitable, c'est fait pour servir la société. Le vélo, pour $1 dépensé par individu, coûte 22 sous à la société. Donc, on ne le voit pas directement. C'est pas quelque chose que tu vois directement comme « Ah, ça crée de l'argent, ça renfloue les coffres du gouvernement ». Mais sur le long terme, le gouvernement sauve énormément d'argent à construire des pistes cyclables parce que l'entretien se fait moins souvent. Le coût aussi à la pollution, le coût lié à la congestion des automobiles est sauvé grâce aux gens qui utilisent le vélo. Donc, c'est super important. Puis un autre point, ça, on peut un peu le passer, c'est indirectement un facteur économique, mais construire, par exemple, des pistes cyclables protégées, refaire des rues, refaire des aménagements, ça crée de l'emploi. Plus de gens en construction, souvent, c'est des projets qui sont plus longs. C'est sûr que ça peut être frustrant pour monsieur qui habite en face puis qui est pogné à de la construction pendant 6 mois, mais ça crée plus d'emplois, ça permet de stimuler l'économie. Ça me fait penser à une statistique. J'ai un ami qui travaille aussi en génie civil puis qui me parlait il y a plusieurs années de ça, qui me parlait du coût de chaque place de stationnement à Montréal. Comment c'était faramineux. Non, c'est débile. Je ne peux même pas te le dire. Là, c'est fou. Là. C'est fou. Le coût d'une place de stationnement dans l'infrastructure, c'est hallucinant quand tu réalises que des fois, tu es comme 6 $ pour 2 heures. Tu es comme, ça sert à rien ton 6 piastres comparé à genre, je sais ça pas devrait combien. être bien plus que ça, parce que la société paye tellement cher pour ton 6 piastres. Pour cette place-là. Puis, encore une fois, là, sur la parenthèse économique, on parle aussi d'argent, d'épargne que les gouvernements peuvent faire généralement en santé. On a parlé tantôt, le vélo comme moyen de transport a des bénéfices énormes sur la santé. L'OMS a fait une étude, puis a pris les échantillons comme la ville de Toronto et de Portland. On parle d'une valeur de 2,6 milliards de dollars qui est sauvée par le gouvernement en activité physique. Donc, des gens qui ne se retrouvent pas à l'hôpital, des gens qui ne souffrent pas de problèmes de santé. Donc, tout ça est lié à la sédentarité, on s'entend. Là, il y a un lien de corrélation énorme entre les problèmes de santé liés à l'obésité et au manque d'activité physique et l'utilisation d'automobiles. Donc, ça, c'est intéressant à comprendre que indirectement, encore une fois, puis c'est difficile à vendre, tu sais qui est difficile à vendre au gouvernement, mais qui vont sauver sur le long terme. En the long run, ils vont être gagnants d'investir dans ces genres de... C'est de la prévention. C'est de la prévention, exactement. Bien mieux prévenir que guérir. C'est jamais sexy vendre de la prévention. Non, mais on dépense tellement en santé en plus au Québec, puis heureusement, on a l'assurance maladie gratuite, mais on pourrait tellement avoir du meilleur service si ces gens-là qui souffrent de problèmes chroniques ne souffraient pas de problèmes chroniques s'ils utilisaient le vélo, par exemple. Comment on fait pour... parce que là, on parle de dans ma tête, de réseaux, d'infrastructures qui sont très concentrés. Puis, tu sais, il y a un enjeu d'accès... justement, tu sais, quand tu parlais de l'ouest de l'île, les quartiers qui sont plus loin... Tu sais, je pense à même, ça me fait penser à un truc militant, tu sais, que les bicyclettes n'étaient pas acceptées dans le métro au début, tu sais, puis qu'il y a eu beaucoup de protestations pour que les bicyclettes soient acceptées dans le métro, justement, qui me semble être peut-être une solution au fait que si tu es très loin, tu peux partir avec ta bicyclette, prendre le métro, débarquer, continuer avec ta bicyclette. Fait que c'est quoi les solutions qui sont utilisées dans les régions qui connaissent du succès pour réduire justement cette inégalité-là d'accès au réseau, parce que, tu sais, à Montréal, tu arrives à Montréal, tu prends ton vélo, mais, tu sais, par exemple, si je pars de la Rive-Sud pour aller à Montréal, bon, premier enjeu, peut-être prendre le pont, peut-être que tu n'es pas assez en forme pour te dire, hey, je vais traverser le pont Jean-Cartier ou je vais prendre une piste cyclable. Fait que, tu sais, il y a sans doute le vélo électrique qui fait vraiment partie d'une solution là-dedans. Là. Ça a explosé comme les distances raccourcissent en termes relatifs pour les gens qui utilisent un vélo électrique. Mais donc, tu vois, une solution peut-être à l'inégalité en termes de distance. Mais c'est quoi les solutions qui sont proposées? T'sais, est-ce qu'il y a ça dans les pays qui vivent du succès, le fait que tu peux utiliser ton vélo puis d'embarquer dans le métro, par exemple, ou dans le tramway? C'est quoi ces solutions-là? Entre autres, ça, là, comme tu dis, l'autorisation de rentrer avec son vélo à tout moment, c'est super bon. Là, nous, on n'a pas de tramway à Montréal. On va sûrement en avoir dans plusieurs années.
du moins dans le plan d'urbanisme, c'est planifié. Mais dans beaucoup de tramways en Europe, il y a des wagons spécifiques avec des crochets pour les vélos. On rentre dans la section future. Ouais, troisième et dernière partie de notre échange. Ouais, question qu'on finisse en bas de 2 heures. Oui, exactement. Le futur. Fait que vas-y avec l'utilisation bimodale, mettons. Donc, exactement, l'intermodalité. C'est vraiment ça le futur en termes de transport. Les pays européens l'utilisent énormément, mais du moins les usagers font ça, donc ils vont mixer transport en commun et vélo. Des fois, auto-transport en commun, c'est sûr, quand tu habites plus loin ou tu as des enjeux, ça se fait aussi. Ouais. Mais tu réduis ta distance en automobile, c'est quand même bien. Mais il y a des wagons sur certains tramways qui sont dédiés pour les vélos. Donc, des genres de racks, des crochets, par exemple, des sections. Donc, c'est beaucoup plus simple. Tu n'as pas l'impression de... venir squeezer avec le monde, déranger les gens avec ton vélo, surtout qu'on s'entend que ça prend de la place. Puis dans le vélo de Montréal, là, c'est des heures de pointe dans les wagons arrière ou avant. En même temps, je comprends, des fois à 9h30 ou à 8h, le métro il est bondé, mais ça crée quand même un peu une discrimination envers ces gens-là qui pourraient facilement faire de l'intermodalité. L'autre truc, puis ça, c'est très possible de le faire en plus au Québec, puis je pense qu'il en manque à Montréal. Il y en a juste 2, mais des gares à vélo, des garages à vélo, peu importe comment tu les appelles, des abris à vélo. On en a un à la station Saint-Laurent, puis un à la station Lionel-Groulx. Sont un peu mal entretenus, il n'y a pas de caméra de sécurité, il n'y a rien, fait que les gens ne sont pas incités à le faire, puis je comprends. Ouais, tu mets un garde de sécurité par jour, puis il y aura juste 0 vol. Oui, ou tu mets des caméras de surveillance, comme ça, s'il y a un vol, au moins, tu as la preuve. Puis je pense que ça, c'est important, parce que c'est un enjeu d'utilisation. Oui, c'est sûr que je n'utiliserais pas mon Trek Madden là, pour aller à la station de métro puis le parker là, mais ça reste que, disons que tu as un vélo électrique qui vaut quand même 3 000 $4 000. Tu veux pas le laisser juste là, à la station Saint-Laurent, là, à la vue de tout le monde. Puis même si tu peux le barrer, ça reste qu'il y a des gens qui ont les outils pour défaire ça. Donc, par exemple, à Amsterdam, autour des gares, des grosses gares de train et de métro, ils ont des immenses garages à vélo. Il y en a un qui est souterrain, en dessous du canal, qui a fait l'objet d'un documentaire à Radio-Canada, là, qui est super intéressant. On parle de 15 000 places là, de vélo, 15 000 emplacements. Mais tu sais, il y a des portes. Il doit être tout le temps plein. Oui, ils l'ont agrandi parce qu'il était tout le temps plein. Ah ouais. Hein? Puis, il y a une petite charge pour les gens qui le laissent plus que 24 heures, mais c'est gratuit pour la majorité des gens. En bas de 24 heures. En bas de 24 heures. Mais tu sais, il y a des portes sécurisées, il te faut ta carte de métro pour débloquer tout ça. Donc, c'est super bien fait. Fait que ça, c'est le genre d'infrastructure qu'il faudrait qu'on investisse là-dedans pour permettre cette intermodalité-là. Moi, j'habite à Lachine. Je prends souvent la gare de Lachine qui m'amène en ville, puis je prends mon vélo des fois l'été. Il y a genre 6 racks à vélo, là, puis ils sont tout le temps pleins. Fait que là, je dois accrocher mon vélo sur un poteau, tu sais, whatever. Puis je trouve que c'est pas très pratique. C'est pas agréable. Donc, encore une fois, même si la gare de Lachine, par exemple, il n'y a pas 25 000 personnes qui vont tous les jours, mais d'avoir un petit abri à vélo, peu importe, là, c'est vraiment génial. Juste ça, parce que ça incite les gens à utiliser leur vélo. Puis le but, c'est qu'il ne soit pas plein. Non, c'est ça. Ça veut dire que c'est un incitatif. C'est un incitatif, exactement. S'il est plein, ben good thing, on va l'agrandir, tu sais. Puis c'est un peu ça. Puis je pense que c'est ça qui manque. Après ça, c'est sûr qu'en politique publique puis en réglementation, on peut venir mettre plein de différents objets différentes règles ou différentes structures qui vont encourager l'utilisation du vélo. C'est quoi c'est justement ces outils-là qui sont efficaces? Les mesures fiscales, donc les mesures économiques pour les utilisateurs. Il y a un principe qu'on utilise beaucoup en urbanisme, un concept, le parking cash out. Donc, c'est un terme anglophone. Dans le fond, c'est souvent, en tant qu'automobiliste, tu t'en vas te stationner au centre-ville et ton employeur va payer ton parking. Disons que tu te stationnes en dessous de la place Ville-Marie, ça te coûte 20 $ par jour, l'employeur te le paye. Ça, c'est un avantage fiscal. Il faut que tu le déclares dans tes impôts. Puis la majorité des gens ne le font pas. Mais le collègue de cette personne-là qui sera en automobile, lui, sera en vélo, il n'a pas cet avantage fiscal. Il ne se fait pas donner 20 $ par jour par son employeur. Donc, d'instaurer cette mesure-là économique pour permettre aux cyclistes de jouir du même avantage fiscal, du même avantage économique, c'est une mesure ultra efficace pour encourager les gens à y aller. Parce que moi, me faire payer, pas faire payer, mais me faire donner un 20 $ qui, oui, je déclare après dans mes impôts par jour pour utiliser mon vélo, ça aide m'y up. Je vais le prendre tous les jours, mon vélo. Là, parce que ça me coûte presque rien prendre mon vélo. Ça me coûte juste mon temps puis un petit gel en arrivant au bureau, tu sais. Ça me coûte un peu en bouffe, that's it. Donc, ça, c'est une mesure qui est ultra, ultra efficace, mais on est très laxiste au Québec. Puis le gouvernement, puis le Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada sont pas très sévères sur ça. Donc, souvent, on le laisse passer. Donc, les gens qui profitent, les automobilistes qui profitent de cet avantage-là, ben ils n'ont aucune conséquence ou c'est juste, ben ils en profitent, puis tant pis pour les autres. Fait que ça, c'est une mesure qui est super, super, super efficace. Puis même, juste que l'employeur offre une douche ou offre lui-même un garage ou permette à ses employés de monter le vélo à son cubicule ou à son bureau, ce sont des mesures
super simple, vraiment anodine. Il faut que l'employeur ait son avantage fiscal d'offrir ça. Au final, c'est ça le best. Mais lui aussi, là, cet avantage-là. Oui, parce qu'il est déduit dans ses coûts de production. Exact. Les deux sont gagnants. C'est du win-win. Mais des fois, les gens ne le voient pas comme ça. T'sais. Puis, comme je dis, offrir les infrastructures aussi pour l'entretien du vélo, mettre une pompe, des outils au bureau. Si on a des gens là, qui ont ça en place dans leur bureau, là, qui nous envoient un DM ou qui s'invitent sur le podcast pour qu'ils viennent faire un témoignage de comment ça a amélioré leur milieu de travail. Ouais. Mais ou fiscalement. Ouais, fiscalement, mais oui, non, mais 100%, là, c'est cool. C'est vraiment, c'est une belle avantage. Parce que je sais qu'il y en a en place à certains. Dans le centre-ville, c'est pas inexistant. Non, c'est pas inexistant. On s'entend. C'est en place. C'est en place. Il y en a au Québec, mais c'est juste que c'est pas obligatoire. Puis dans certains pays, c'est le cas. Donc, certains pays, ou du moins certaines régions métropolitaines, c'est le cas. Par exemple. Du moins d'offrir du stationnement aux cyclistes, ou du moins d'offrir les avantages fiscaux aux cyclistes. Et les mêmes que ceux qui utilisent leur auto. Chères auditrices, chers auditeurs, cette publicité s'adresse exclusivement aux professionnels de l'industrie du vélo qui souhaitent se former en bike fitting. Donc, si jamais vous ne correspondez pas à ce profil, vous pouvez sauter sans problème cette annonce qui dure environ 60 secondes. Je vous laisse avec l'épisode. Si par contre, vous faites partie des chanceux qui travaillent dans le domaine du vélo et qui sont passionnés de vélo, sachez que chez Physio Vélo, on a formé plus de 1500 étudiants avec nos e-learning. Donc, vous avez des dizaines d'heures d'enseignement qui vous permettent de démarrer votre service d'études posturales et qui va vous permettre de travailler au quotidien avec des cyclistes tout en étant capable de prendre en charge leur pathologie et d'améliorer leur confort et leur performance sur le vélo. Si vous faites partie de la gang de chanceux qui sont aussi des physios et des kinés, sachez qu'on offre des formations, des séminaires en présentiel, la certification Physio Vélo Expert et la certification Physio Vélo Expert Plus pour devenir vraiment des experts de l'analyse et de l'évaluation de vos cyclistes. Donc, vous pouvez aller voir le calendrier qui est dans les liens sous le podcast, dans la description. Vous allez avoir le calendrier de formation 2025. Il reste quelques places, mais ça va partir très, très vite. Et on a aussi le curriculum de formation qu'on vous suggère. Donc, tout ça se retrouve en ligne directement à physiovélo.com. On espère vraiment vous retrouver et continuer d'émanciper les professionnels du vélo qui veulent devenir des experts dans la prise en charge des cyclistes. Sur ce, je vous retourne à l'épisode. Merci. D'autres mesures là, qui peuvent aussi encourager ça, indirectement, là, mais des lois de responsabilité envers les automobilistes. Puis ça, on parlait un peu d'un peu ce débat-là, ce mépris que certains automobilistes peuvent avoir envers les cyclistes, cette polarisation du débat cycliste-auto. Dans tout le pays des Pays-Bas, l'automobiliste est toujours pris en défaut s'il y a un accident, une collision avec un cycliste ou un piéton. C'est sûr que s'il y a preuve de négligence, puis que le cycliste a vraiment fait une manœuvre qui le mettait lui-même en danger, bien là, on se rend en cours et on débat là-dessus. Mais l'automobiliste est toujours pris en défaut s'il y a une collision parce qu'il conduit une boîte de métal de 2 tonnes. Tandis que le cycliste, lui, ben, il pèse 150, 200 livres. Il est vraiment plus à risque. Fait que c'est remettre en question le no-fault. Là, oui, exactement. Ce qui est, en Amérique du Nord, tellement ancré dans notre imaginaire que jamais de la vie... je verrais ça, mais c'est comme un de mes rêves un peu, là, que le gouvernement du Québec change le code de la route pour que ça soit ça. Puis pas parce que je veux profiter de ça puis comme faire exprès pour me faire frapper par un char puis tout ça va en prison, là, ça n'a rien à voir avec ça, mais juste que l'automobiliste soit pris responsable parce que c'est lui qui a le plus gros véhicule, c'est lui qui peut causer le plus de dommages. Comme on le sait, un char qui frappe un cycliste, l'automobiliste n'aura aucun dommage et il y a des chances que le cycliste meure. Donc, le rapport de force est complètement inégal. C'est quoi l'impact de ces réglementations-là sur... c'est sûr, la responsabilisation, parce que tu sens que tu peux être dangereux. Il y en a qui n'ont pas besoin d'avoir cet incitatif-là pour se responsabiliser, mais il reste que tu conduis probablement, tu adaptes beaucoup tes comportements. Qu'est-ce qu'on a comme statistique sur ça? Oui, c'est beaucoup des études qualitatives sur la perception de l'automobiliste. Oui. Non, mais pour de vrai... je comprends parce qu'il y a un impact direct sur comment tu te conduis. Là. Donc, des données qualitatives, plus comment tu te sens sur une échelle de 1 à 5, tout ça. Puis les automobilistes se sentent plus en sécurité dans ces cas-là parce qu'ils te font plus preuve de prudence, tous. Tous, oui, c'est ça. Tous font plus preuve de prudence parce que tu frappes un cycliste, ben, c'est toi qui es en faute. Tout le temps. Et ça peut te coûter très cher en amende ou bien tu peux avoir une peine et avoir un casier judiciaire. Donc, je trouve que c'est, en tout cas, à mon avis, c'est une mesure qui est nécessaire. Puis je comprends des gens qui vont crier à l'inégalité puis vont dire c'est de l'autoritarisme puis ça n'a pas d'allure, mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, je veux dire,
En tout cas, j'ai pas de comparaison valable, mais à mon avis, c'est une mesure qui peut vraiment avoir un impact positif sur le comportement des automobilistes envers les usagers vulnérables. Puis même les cyclistes eux-mêmes vont être plus prudents, c'est vraiment ça. Puis un peu ça aussi, la force du nombre, là, faire un lien avec ça. Plus il y a de cyclistes sur les routes, plus les automobilistes se sentent en sécurité. C'est drôle, là, mais il y a un lien de corrélation. Répète donc ça, là, qu'est-ce que ça passe? Plus il y a de cyclistes sur la route, plus les automobilistes se sentent en sécurité. Pour quelle raison? Parce que c'est la force du nombre. Il y a plus de cyclistes. L'automobiliste doit faire preuve de plus de prudence et faire attention, donc il n'est pas surpris par un cycliste qui fait une manœuvre. Il n'est pas surpris par une lumière. Il regarde son angle mort. Il n'y a pas le choix. Là. Il y a plein de cyclistes qui vont regarder correctement son angle mort. Donc ça, c'est dans les données qualitatives qui ont été sorties aux Pays-Bas sur leur perception de conduite. Donc, c'est super intéressant avoir ce genre de données-là puis exposer ça aux gens pour leur montrer que plus il y a de cyclistes, plus il y a de mesures d'apaisement, des saillies de trottoir, par exemple, des chicanes, des pistes claires protégées. L'automobiliste se sent plus en sécurité. Donc, c'est un peu revoir la perspective puis faire comprendre qu'en tant qu'automobiliste, tu gagnes à ce qu'il y ait une infrastructure qui est sécuritaire pour tous les usagers. Parce que tu vas savoir, il est où ton cycliste. Ben oui, c'est ça l'intérêt. Parce que je comprends, là, on roule sur un boulevard où il n'y a pas de piste cyclable, puis on suit une auto. L'auto, il ne s'attend pas à ce qu'un cycliste, il va peut-être pas regarder son angle mort, puis là, ben, collision, puis ça arrive souvent, ça. Beaucoup de nos amis, probablement, qui ont eu des collisions comme ceci. Mais quand tu as une piste cyclable protégée, puis une infrastructure qui met l'accent sur le fait qu'il y a des cyclistes, les automobilistes sont beaucoup plus prudents. Puis oui, ça prend un temps d'adaptation, puis ça fait un peu plus travailler le cerveau, on s'entend, mais après 2 semaines, ça va. Là, le cerveau humain, il est fait pour s'adapter. Là, tu vas être correct. Là, Puis on dirait qu'il y a des gens qui sont tellement ébranlés par ce genre de changement-là que ça leur prend tout, mais c'est nécessaire à un moment donné. Il faut sécuriser notre population, puis il faut sécuriser les usagers vulnérables. Puis en tant que cycliste, ben, c'est tellement agréable de savoir que les automobilistes vont faire attention à soi. T'sais. Puis est-ce que je pense beaucoup aux piétons, là, dans cette relation-là, parce qu'il y a les piétons aussi qui ont peur des cyclistes. Ouais. Dans certains contextes, là, où est-ce que c'est peu... est-ce que la population dans ces pays-là où est-ce que les infrastructures sont en place, est-ce que autant les piétons que les cyclistes que les automobilistes sont plus en sécurité? Le piéton, il est-tu perdant des fois? Non, il n'est pas perdant, pas du tout. Je pense que ça reste qu'il y a toujours des piétons qui vont avoir un point de vue négatif sur les cyclistes. Puis ben, je peux comprendre parce qu'il y a quand même des collisions qui se font entre piétons et cyclistes. Par contre, les fatalités sont minimes. Là, souvent, ça fait mal, puis t'as un bleu, là, mais c'est pas grave. Mais oui, c'est parce que l'infrastructure cycliste souvent vient avec une infrastructure piétonne qui est améliorée. Ouais. Par exemple, aux intersections. Les passages piétons, souvent des passages surélevés, tout ça. Ben, le cycliste aussi doit faire preuve de plus d'attention, plus de prudence. Et donc, le piéton, souvent, se sent plus en sécurité. Là. Je pense que tu voulais qu'on parle un peu des types d'aménagement puis des innovations technologiques. Ben ça rentre là-dedans. Ouais. Puis il y a des très bons exemples qui font que les 3 usagers, automobilistes, cyclistes et piétons, sont gagnants dans l'équation. Puis il n'y a personne qui est laissé pour contre. OK, fais-moi donc un palmarès on part du pire aménagement, celui qui est le moins... Ben, mettons, c'est un bon pas dans la bonne direction, versus on va finir avec les meilleurs. OK, le moins bon... Ben, le moins pire. Je sais pas trop comment le dire. Le moins pire, c'est la bande cyclable. Donc, juste 2 lignes blanches. OK, non, le chevron cycliste, là, comme tu disais. Le chevron cycliste, ça, c'est rien. Ça, c'est l'équivalent de rien. Oui, le dessin du vélo avec 2 petites lignes. La question, c'est laisseriez-vous aux enfants utiliser une rue avec un chevron cycliste à 6-7 ans? Ouais. La réponse, c'est souvent non. Souvent non. Ensuite, tu as la bande cyclable qui est OK, mais est-ce qu'une ligne de peinture, ça va te sauver d'un automobiliste qui ne fait pas attention? Jamais de la vie. Ensuite, on a la piste cyclable protégée. Ou la piste cyclable surélevée, ou il y en a plein, la piste cyclable ségrégée là, dans une autre voie là, à l'extérieur, après le terre-plein. Ça veut dire avec un petit muret. Là, soit un petit muret, oui, exactement, comme sur Saint-Denis avec des terre-pleins. Est-ce que des poteaux, c'est suffisant? Des bollards, non. Des bollards, c'est pas suffisant. Ça... Dans le sens où si l'automobiliste fait une mauvaise manœuvre, le bollard, il tombe, là, il va quand même... Je sais pas trop comment dire, là, il va rebondir. Donc, l'automobiliste peut passer. Si tu mets des bollards, par contre, en métal, des gros bollards qui sont vraiment fixés dans le béton, là, ça va. Là. Mais souvent, on met juste des petits bollards bleus là, qui sont juste mous. Qui sont boltés, ils sont mous puis sont boltés dans l'asphalte. Ben, c'est un peu un faux sentiment de sécurité encore pour le cycliste. On revient, on a chevron, bande cyclable, bande avec bollard mou, bande avec bollard dur. Après ça, un vrai muret, une vraie séparation. Ouais. Après ça, ben, tu as vraiment la piste cyclable à l'extérieur, genre la route verte, là, par exemple. En dehors de tout. Là, juste, contact avec l'automobiliste. Exactement. Ensuite,
un peu parallèlement à ça, on a les saillies de trottoir, fait que les entonnoirs, dans le sens où la voie rapetisse, tout ça, pour autant permettre à l'automobiliste, aux cyclistes et aux piétons de se voir. Exactement. On a les îlots refuges, fait que les petits îlots de béton qu'on va mettre à l'intersection, qui, dans le fond, obligent l'automobiliste à bien regarder son angle mort et à vraiment prendre un virage plus large. Parce que souvent, un automobiliste qui n'a pas ça, ben, il va couper le plus direct puis aller au roll-trottoir. Souvent, il ne va pas prendre le temps de regarder ça. Fait que ça, c'est vraiment c'est par exemple un très bon aménagement. C'est sûr que c'est pas genre une structure, mais c'est un élément qui ensuite peut venir, par exemple, avec une intersection de style hollandais, où là, on a ces petits îlots refuges-là avec des traverses de piétons surélevées et souvent colorées d'une couleur spécifique. Et on recule la ligne d'arrêt des automobilistes. Fait qu'ils sont plus loin. Fait qu'ils vont voir les cyclistes. Quand la ligne d'arrêt est roll-trottoir, il faut vraiment que tu tournes ta tête. Juste cette distance-là. Juste cette distance-là, elle a un impact positif. Wow. Simple, ultra simple. Très ça simple. Coûte presque rien. Tu fais juste reculer la ligne blanche. Là. Mais je pense à certaines intersections que je pratique tous les jours pour aller à la garderie puis à l'école. C'est la bande piétonne. Ouais. Parce que oui, je suis aussi un piéton. Oui, parce que la bande piétonne, elle est à littéralement 30 cm de la ligne d'arrêt de la voiture. Genre dans le sens que si t'arrêtes tes roues à la ligne d'arrêt, je veux dire, ton bumper, il est dans la bande piétonne. Ouais. Puis si c'est glissant, puis tu manques ton freinage, tu peux frapper quelqu'un. Ça coûte rien, ça, là, je veux dire, parce que tu retraces tout le temps tes lignes avec l'hiver. Là. Ça coûte 20 minutes de travail pour de consultation publique, de dire hey, est-ce que tout le monde est d'accord de reculer la ligne de 1 mètre cette année? Je pense pas que c'est nécessaire de faire une consultation publique pour ça, mais ouais, des fois, c'est le cas. Mais tu payes l'employé, le peintureur, le peintre, là, d'aller faire ça. Ça prend 15 minutes. Voilà, bingo, si vous êtes peintureur, appelez-nous. Ouais, c'est ça. On peut trouver du budget. Ouais, c'est ça. Mais on taquine un peu, mais oui, okay. c'est une mesure qui est super intéressant, qui est efficace, mais qui coûte pas grand-chose. Puis pour les cyclistes aussi, c'est bon parce que ça nous donne un espace devant les automobilistes. Oui, exact. Tu sais, des fois, par exemple, au coin de Laurier puis Côte-Sainte-Catherine, qu'on fait souvent le Pro Tour, il y a ça, ce qu'on appelle un SAS vélo. Vraiment, un SAS vélo, OK, tu connais, t'es familier avec ça, super. Ben, ça permet aux cyclistes d'être devant l'automobiliste. Puis, ben, à la lumière piétonne ou à la lumière verte, ben, ils partent en premier, mais les automobilistes le voient ici. Tu sais, il est devant lui. Fait que c'est facile de prendre en compte tu sais, d'être conscient qu'il y a un cycliste devant toi, fait que de faire attention au redémarrage. Fait qu'on pourrait faire là, ça, c'est le top de l'efficacité, mais on pourrait faire aussi le top de coût-bénéfice. Coût-bénéfice, ouais. C'est-à-dire sur les... Parce que là, tu sais, moi, je trouve que reculer la ligne d'arrêt, simple. Super simple. Puis, honnêtement, c'est parce que de toute façon, tu es obligé d'arrêter l'intersection. Fait qu'il n'y a pas de perte de temps. Il y a juste une augmentation de l'efficacité. Fait que finalement, tu vas sûrement gagner du temps. Exactement. Le SAS, ça vient de où, ça? C'était cette idée-là que, genre, parce que moi, les premières fois que j'ai vu ça à Montréal, c'était peut-être 2014, 15, 16 même, je dirais. Là. Je pourrais pas dire c'est originaire de où, de quel pays, mais ça vient d'Europe. Là. Assurément, je pense que c'est les Néerlandais. Okay. Mais c'est encore une idée de juste créer une zone tampon pour les cyclistes qui se sentent plus en sécurité. Pour qu'on puisse se voir, finalement. Pour qu'on puisse se voir. C'est vraiment ça, c'est la vision. C'est d'être capable de se rendre compte qu'il y a d'autres usagers sur la route. Puis quand il y a juste des chars, des fois, tu oublies qu'il y a des cyclistes. T'sais. Fait que dans une ville qui aurait de la misère à transitionner, là, si on oublie Montréal, qui est déjà en projet structurant d'envergure, de grande envergure, qu'est-ce qu'on devrait tenter d'implanter en premier pour... par exemple, là, si on avait seulement de la peinture, mettons que je décide d'aller peinturer la nuit, là, avec toi. Là. Oui, c'est ça. Reculer les lignes d'arrêt, 100%. Créer des sas ou des zones assurées, là. Ça, c'est vraiment pertinent. Parce que c'est sûr que c'est pas une barrière physique, mais c'est un rappel visuel pour l'automobiliste de faire comme « Wow, relax, man ». Là, c'est sûr que surélever l'intersection, c'est coûteux, mais comme tu dis, peinturer le passage piéton. Fait que peut-être pas juste faire des lignes blanches ou jaunes, mais vraiment peinturer au complet tout le rectangle de traverse. Ça peut être pertinent encore. Ça pète aux yeux. Là. On s'entend, là, si c'est rouge, c'est pas malade mental, mais ça reste que c'est très peu coûteux puis c'est un rappel visuel pour l'automobiliste de faire attention. Fait que, comme tu dis, des villes où la transition est plus lente, ben, c'est des mesures qui peuvent être efficaces, qui peuvent s'avérer efficaces pour ensuite montrer à la population « Hey, guys, regardez ce que ça a fait. Regardez l'effet que ça donne sur les fatalités, sur les accidents, puis sur le sentiment de sécurité des cyclistes. » Puis parce que c'est beaucoup ça, je pense qu'il y a de... Tu sais, à un moment donné, il faut faire des concessions dans le progrès. Il faut comme trouver le juste rythme qui permet aux gens de rapidement avoir le constat du bénéfice pour qu'après ça, on puisse accélérer. Fait que dans un sens, ça, c'est super. Est-ce que vous avez
est-ce que tu connais les statistiques entre l'impact, par exemple, de quelque chose qui est peinturé au sol versus un panneau? Parce que moi, dans ma tête, si j'ai quelque chose au sol, étant donné que quand je conduis, je regarde le sol devant moi à une distance, je sais pas, de 0 à 500 mètres, dépendant de la vitesse. Tout. Est-ce qu'on est mieux avec des panneaux ou on est mieux avec quelque chose au sol? Moi, personnellement, les choses au sol vont plus capter mon attention. Est-ce que c'est connu, ça? Moi, à ma connaissance, dans toute ma formation, puis même dans les différents documents que j'ai lus, j'ai jamais vu de statistiques par rapport à ça. Le meilleur cue visuel, là. C'est ça ma question. Mais je serais penché à penser comme toi, Guillaume, dans le sens où, oui, un rappel visuel au sol, qui est gros, qui est beaucoup plus présent qu'une petite pancarte à droite, est beaucoup plus efficace. Parce que ça occupe la majorité de ton champ de vision. Une petite pancarte à droite, comme tu dis, ça occupe une petite portion de ton champ de vision, c'est que c'est facile de le rater. Ouais. Mais quand tu as une maudite grosse affaire rouge flash devant toi, ben c'est tough à manquer, là, à moins vraiment que ça aille pas bien puis que tu es complètement distrait. Là, tous ceux qui ont des enfants et qui ont eu la chance de faire de la craie, là, nous, on fait ça des fois là, avec le voisin en face. On fait une journée ou un après-midi, on fait genre une murale, là, on dépense 50$ avec plein d'enfants. Puis, tu sais, l'effet là, est immédiat. Là. Les gens ralentissent. Les gens ralentissent parce qu'il y a des dessins au sol. Exactement. Puis ils disent, il y a des enfants, on va faire attention. Exact. Mais c'est de créer ce lien-là, c'est de créer cette réaction-là. C'est pas une relation de confrontation non plus. C'est pas un genre de rappel de cohabitation, de bonheur partagé. Il y a quelque chose de plus... Il y a surtout ça, le sentiment de coercition. Ça augmente, d'après moi, la résistance au changement versus... c'est ça, un impact visuel fort. Tu te sens pas persécuté. Non, exactement. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pas comme une personne, un policier ou, comme tu dis, un agent coercitif qui est là pour te dire, pour te donner des tickets. Non, parce que ton environnement va influencer ton comportement. Exactement. Puis je m'en vais en urbanisme. Ouais, let's go. Il me reste beaucoup de choses à faire ici. Mais puis pour finir là-dessus, la méca, disons, le top. La méta. La méta de l'aménagement. La méca. C'est correct. L'aménagement ultra méta. Oui, c'est ça. Le best of the best, le crème de la crème d'aménagement, c'est les carrefours giratoires. Donc, les ronds-points. Mais on parle d'automobilistes, tout confondu? Tout usager confondu. Okay. Pour l'automobiliste, c'est plus sécuritaire. Ouais. Il y a plus de fluidité aussi. Tu ralentis. L'espace de traverse pour le piéton est vraiment réduit parce que souvent... parce que c'est des saillies, tu rentres par une saillie. Exactement. Puis souvent, entre les deux voies, tu sais, tu as le carrefour giratoire, tu as les deux voies ici, tu as un petit espace refuge aussi. Fait que traverses, un petit break, tu retraverses là. Ouais. Fait que tu as très peu, c'est 4-5 pas, tu es rendu l'autre bord. Ouais. Ce qui est génial. Et pour le cycliste, même principe que le piéton, ce sont des petites choses à faire, mais aussi si tu veux t'insérer dans le carrefour giratoire, tu fais juste écouter, tu fais juste suivre le céder le passage. Ouais. Et puis, tu peux t'insérer à droite puis aller à ta sortie. Donc, c'est vraiment plus simple. Puis là-dedans... C'est comme une obligation de cohabitation. Ouais. Tu sais, exact. C'est que ça force les gens à vraiment faire attention. Puis ici, tu sais, ils sont gros, mais quand tu arrives en Europe, là, il y en a qui sont minuscules. T'es comme, comment je vais faire pour tourner mon char? Mon char ne peut pas braquer autant. C'est ça. Mais ça fonctionne quand même. Ça marche. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment une mesure qui est ultra efficace. Ah ouais, je suis surpris que tu mettes ça dans la MEC, mais très intéressant. Mais c'est parce que ça vient combiner pas mal tout ce qu'on a dit. Tu sais, tous les trucs que je t'ai dit, ça vient pas mal toutes les combiner ensemble. Ouais. Où tu as des saillies de trottoir, où tu as des îlots refuges, où tu as un cédé de passage, où les automobilistes doivent faire attention parce que leur vision périphérique est très affectée. Fait que c'est comme un mix de toutes ces petites mesures-là qui font un aménagement qui est vraiment pertinent. Puis malheureusement, en Amérique du Nord, on n'investit pas là-dedans. Il y en a à l'île des Sœurs. Tu sais, quand on va prendre la voie maritime, on les connaît bien, ces deux ronds-points-là qu'on prend tout le temps. Mais autre que ça, il y en a très peu. Puis là, on commence, tu sais, je suis beaucoup d'urbanistes à la Ville de Montréal, puis tu sais, de mes collègues qui s'informent là-dessus. Puis ça s'en vient. On parle de plus en plus des carrefours giratoires parce qu'on réalise que c'est vraiment bon, fait que ça va s'en venir parce qu'il y a des intersections avec une lumière, en plus d'être non efficace, c'est pas nécessairement plus sécuritaire autant pour les automobilistes que les piétons. Parce que quand la lumière est verte, les gens vont vite. Tu sais, ça reste que le transit est rapide. Il y a une erreur, un moment d'inattention, il peut y avoir un accident au carrefour giratoire, peu importe. Il n'y a pas de lumière verte ou rouge. C'est juste, t'arrives, t'as pas le choix de ralentir. Exact. Dans tous les cas. Il n'y a pas de consigne. Il n'y a pas de consigne. Que dois-je faire? You have to break and then we'll see. Tu sais, c'est comment la loi des jeux, là? Oui. Un peu. Fait que c'est pour ça que
on met beaucoup l'accent là-dessus parce que... Théorie des jeux, excuse. Pas de souci. Puis non seulement pour les automobilistes, mais pour tous les usagers, puis surtout nous, les cyclistes, c'est vraiment génial. Ça nous rend en sécurité. Puis le céder le passage, je trouve que c'est une bien meilleure mesure qu'une lumière rouge-verte. Puis même les lumières cyclistes qu'on a comme sur le REF Saint-Denis, c'est pas... C'est-tu parce que ça oblige la personne à réfléchir, à utiliser son intelligence? Parce qu'il y a ça aussi, la lumière, là, quand tu regardes ça. Là, il n'y a rien d'allumé là, dans ton cerveau. Tu es sur le cruise control. Dans le sens que... C'est pas idiot-proof, comme on dit. Oui, parce que... C'est trop facile. Tu es obligé de t'impliquer dans le processus. Exactement. Ah, c'est intéressant. C'est pour ça que les gens sont comme, les carrefours giratoires, c'est super mêlant. Je suis comme, oui, parce que tu dois, pour une fois, réfléchir puis utiliser ton jugement. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi. Puis, tu sais, les lumières cyclistes, par exemple, sur Saint-Denis, là, les lumières, ça, c'est de l'infrastructure automobile, mais qu'on passe comme infrastructure cycliste parce que, dans le fond, ça met en... C'est comme une manière de mettre en sécurité l'automobiliste puis de dire que les cyclistes vont faire attention. Mais c'est pas une vraie mesure pour... C'est un peu camoufler une mesure automobiliste en disant que c'est une mesure pour les cyclistes. Mais ça, on va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il y a plein de trucs comme ça un peu qu'on camoufle pour dire mais c'est juste pour faire plaisir à l'automobiliste. C'est normal aussi qu'il y ait des compromis comme ça qui soient faits je suis d'accord. Pour transitionner. Puis tu sais, comme quand cette transition-là va être finie, il va en avoir une autre. Là, je veux dire, ce n'est que changement. Mais OK, on finit ça avec nos objectifs. Je sais que, tu sais, le projet 2050, mais j'avais le goût aussi de parler du défi, pas le défi, mais l'objectif zéro de 2030. De carboneutralité, non, 2030, c'est zéro blessé grave et mort. Excuse, je pensais qu'on parlait de carboneutralité. Ouais. Non, c'est un super bon point. Fait qu'après ça, on pourra faire 2050, mais j'avais le goût de te demander par rapport à l'objectif zéro, qui est... C'est un autre nom, là, c'est objectif Vision Zéro. Oui, Vision Zéro. 2030... fait que dans le fond, t'es pas de blessés graves puis pas de décès au niveau piéton et cycliste. À quel point on a des statistiques sur le fait que, par exemple, prendre ton vélo puis être piéton, c'est moins dangereux que prendre ta voiture par rapport au nombre de décès? Est-ce qu'on a ça? Ben oui. Ben, on a les statistiques sur les décès en automobile, sur les collisions. Aux États-Unis, je pense que c'est complètement fou. Là. J'ai pas exactement la statistique, mais je pense que c'est 1,8 million d'accidents, de gens blessés graves ou de décès par année. C'est énorme. Mais pas juste des décès, là, on parle d'accents graves. Blessés graves. C'est énorme. Là. En tout cas, au Québec, j'ai pas révisé mes statistiques, là, mais je pense que des morts en 2024 en vélo, on a eu 7 ou 9. Je ne me rappelle plus exactement la statistique. C'est pas beaucoup. Là. On approche de la vision zéro. Oui, je pense que tu es proche. Il me semble que j'ai lu ça dans l'article. Oui, c'est ça. C'est pas beaucoup. Là. C'est moins de... Je pense qu'on est à moins qu'une dizaine, ce qui est de l'excellent progrès parce qu'on était dans les trentaines il y a une couple d'années. Mais je dirais que c'est ça qui est drôle, c'est je trouve qu'on manipule un peu ces chiffres-là où, ultimement, les collisions cyclistes-piétons, cyclistes, il y a très peu de mortalité. Puis c'est toujours quand l'automobile est mis dans le mix qu'il y a des gens qui meurent. Il faut qu'il y ait une égalité des chances. Ben oui, exactement. Puis c'est pour ça que toutes les mesures dont je viens de te parler, les aménagements, c'est ça la vision, c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre solution. À moins de... Non, il n'y a vraiment pas d'autre solution. C'est vraiment de créer l'infrastructure. Non, il y en a... Non, mais... Il y a pas... Non, sérieusement, c'est pas mal une des seules solutions ou des seules solutions qui permettent cet objectif-là, c'est de créer l'infrastructure sécuritaire pour tous les usagers, puis les mettre en sécurité. Puis, encore une fois, les automobilistes qui se collisionnent, on veut pas ça. Là. C'est toujours très tragique, des gens qui meurent en auto. Mais c'est ça. Donc, en faisant ce genre d'infrastructure-là, c'est génial en réduisant la vitesse sur les rues résidentielles, tout ça. 20 km/h sur les rues résidentielles, c'est ça qui est demandé. Là, c'est 30 en ce moment. Là. Mais c'est le genre de trucs bien simples qui peuvent avoir un impact ultra important. Puis là, comme on parlait, la vision 2030, l'expansion du rêve, les projets de piste cyclable que Projet Montréal propose, ça va amener ça. Fait que les gens qui se plaignent, qui se lamentent qu'on supprime des places de parking, puis tout ça, ça m'attriste un peu parce qu'on laisse tomber un point ultra important qui est la sécurité des usagers, puis la mort. C'est vraiment... Pour moi, le débat est assez simple dans le sens où, soit entre ta place de parking sur Sainte-Catherine, aïe, ça te fait mal, OK, c'est plus difficile à trouver, ou la mort d'enfants là, dans les rues, proches des écoles, ou des monsieur, madame, tout le monde qui se font frapper dans la rue. À mon avis, le choix est facile, mais je sais qu'il y a des gens, pour eux, c'est peut-être pas la priorité. C'est triste de devoir encore pousser pour ça. Mais projet 2050. Projet 2050. À quoi s'attendre pour pas être troublé? Personne ne sera troublé, je pense. Peut-être des gens qui veulent absolument le règne de l'automobile vont être troublés, mais on a des projets ultra ambitieux sur les pistes cyclables encore, mais c'est beaucoup le transport en commun. Puis aujourd'hui, c'est pas un podcast sur le transport en commun, mais on a à peu près 220 km de tramway que la ville propose.
un peu partout dans la ville, ce qui serait génial. Parce que ça, le coût est beaucoup moins grand qu'un métro, je suppose. Énormément moins grand. Mais on ne rentrera pas là-dedans. Parce que ça, c'est toute une autre boîte de Pandore. Là. Fait que c'est beaucoup ça, c'est beaucoup du structurant. C'est beaucoup du structurant. Plus que le vélo prend. Je pense que la vision 2050 pour la ville de Montréal, c'est d'aller chercher 25% de l'apport modal durable d'ici 2030 ou 2040. J'ai pas exactement les chiffres, mais on veut augmenter ça. Mais 2050, le PUM, le projet d'urbanisme et de mobilité de Montréal, va vraiment plus large que ça. Ratisse très large sur beaucoup d'enjeux. Mais je t'avouerais que le vélo rentre quand même là-dedans, dans le sens où on veut que les gens utilisent le vélo. Puis la seule façon de le faire, comme on le répète encore, c'est des infrastructures sécuritaires et de permettre aux gens d'avoir l'option de prendre soit l'auto, le vélo ou marcher. Puis pas juste être pris à prendre l'auto parce que tout le reste, c'est super dangereux. C'est pas un choix. En ce moment, c'est pas toujours un choix. Non, mais c'est un faux dilemme, exact. C'est comme, oui, OK, prends ton vélo, puis va t'amuser avec des chars qui roulent à 70 km/h dans un boulevard. Tu sais, c'est pas agréable. Non, il y a juste des fous comme nous, des fois, qui le faisons parce qu'on est des cyclistes d'entraînement puis on est capable de subir un peu d'anxiété pendant 5 minutes pour aller chercher notre piste cyclable. C'est le mois du passé. Mais non, puis même moi, des fois, j'haïs ça, puis je suis comme, pourquoi je fais ça? Mais on j'ai devrait comme pas le choix. À faire ce non, choix. On devrait pas avoir à faire ce choix-là. Louis, un gros merci. C'est une première venue pour toi. Je suis certain que tu seras récompensé par le nombre de téléchargements et de visionnements de ce contenu. Ben, je le souhaite. Ton premier passage d'influenceur urbaniste. Fait que merci. Puis on se dit, je pense à la prochaine, il faudrait qu'on se fasse un état des lieux assez fréquemment. Ça serait vraiment génial. Annuellement, pour du moins voir l'évolution. L'évolution des mentalités. Peut-être inviter d'autres experts aussi. Ça serait vraiment génial. C'est super cool. Alors, ça me ferait plaisir de te laisser le micro aussi si tu veux animer avec certains invités pour animer ton feed d'influenceurs urbanistes. Fantastique. T'es invité, t'as une carte chouchou, je pense, on va te donner ça. Merci beaucoup, Guillaume. Puis merci à toi de m'avoir accueilli si chaleureusement. Puis j'ai vraiment trouvé l'entrevue très enrichissante, autant pour toi que pour moi. Oui, merci de participer à mon éducation puis à l'épanouissement des connaissances de tous ceux qui l'objectif, c'est de sensibiliser les gens puis juste d'ouvrir le débat là-dessus. Puis that's all, je pense qu'on a fait notre dû pour aujourd'hui. Puis au plaisir de revenir puis qu'on continue à jaser de ça. Bon, ben super. On se dit à la prochaine. À la prochaine, Guillaume. Merci beaucoup. Ciao. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous cette semaine. C'était un plaisir de partager cette discussion avec vous. N'hésitez pas à partager le podcast avec vos amis si vous avez trouvé le sujet passionnant. Et surtout, abonnez-vous au podcast pour qu'on se retrouve la semaine prochaine. En 2025, on a un podcast par semaine. Une semaine sur deux, je m'occupe de faire les grandes entrevues du podcast Jamais Assez. Et une semaine sur deux, vous avez la chance d'avoir la série de 0 à 70.3 avec mon incroyable collègue Gabriel Théoré qui s'est inscrite à son premier demi-Ironman à la fin septembre 2025. Alors, vous avez la chance de rentrer dans sa tête et de voir tous les défis qui l'attendent sur son parcours vers son premier demi-Ironman alors qu'elle n'avait jamais fait de triathlon. Donc, on se revoit très bientôt. À la semaine prochaine. Ciao!